une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi, Cannelle et Doomplante. Cannelle, dis bonjour! Dis bonjour! Dis bonjour, Cannelle! Aujourd'hui, Cannelle qui est resté tout le long du podcast que vous allez écouter, qui était juste en dessous de la table, on la verra pas, mais moi je l'entendais respirer, j'étais comme elle nous accompagne dans le podcast. Ceux qui sont en audio seulement, Dom a un chien sur lui, dans le fond, qui s'appelle Cannelle. La belle Cannelle. Aujourd'hui, grand plaisir de recevoir Farnell Morissette, qui est un avocat de formation, mais qui est présent. De profession aussi. De profession, absolument. Encore à ce jour. Mais qui est aussi on the side. Créateur de contenu, appelons ça comme ça, et commentateur de l'actualité, ou du moins, comment il appelle ça? Vulgarisateur politique. Ouais, ou personne qui décide de contribuer au discours, à la conversation citoyenne, sociale, sur différents sujets, sujets qui le préoccupent, là, beaucoup en lien avec l'actualité. Bref, un grand plaisir de recevoir Farnell. Vous le connaissez, dans le fond, vous l'avez vu sur TikTok, sur Instagram. Quelqu'un que les deux, on suit puis qu'on adore écouter, en fait, pour ses opinions, pour ses opinions, mais qui sont souvent vraiment basées sur les faits, qui déconstruit, qui nous explique, en fait, le raisonnement, la démarche, on a parlé de la démarche, pour arriver aux conclusions qui arrivent. 3 grands thèmes aujourd'hui. Ouais. Souveraineté, débat sur la souveraineté, débat au Sans Fil podcast, vraiment parce que... Débat, conversation, non, mais... de points de vue différents. Des points de vue différents, chacun a amené ses arguments, puis dans le respect et dans l'ouverture et dans... mais c'était super cool de se prêter à cet exercice-là. Fait que conversation sur la souveraineté, conversation sur le... Le masculinisme. Le masculinisme, qu'est-ce que c'est d'être un homme, puis qu'est-ce que c'est que pourquoi certains sont charmés par le discours masculiniste, puis c'est quoi les problèmes avec elle met ma main dans sa bouche. Puis quoi d'autre aussi? On a appris à mieux le connaître aussi, son background, puis tout ça, puis pourquoi il a commencé à vouloir contribuer au discours social. Puis après ça, j'en oublie-tu? Non, t'as fait le tour des conversations. Vraiment une super conversation. J'ai pas l'impression que ça va être la dernière fois qu'on reçoit Farnell. J'espère. Sur le Sans Fil podcast. Donc, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Ça tourne, ça roule. All right. Salut, merci d'être là. Merci de m'inviter, c'est le fun. 3 gars de Québec, en fait, qui se retrouvent. Puis on se retrouve à Montréal. Qui se retrouvent à Classique. Montréal. Ouais. Classique. Ouais. Je te vois parfois marcher sur l'anneau des plaines avec ton cellulaire en main. Je vais partir avec cette question-là, même si c'est vraiment trivial, mais est-ce que tu as complètement battu la gêne de prendre ton cellulaire et de parler en public? Non. Parce que moi, je ne l'ai pas battu encore. Non, c'est drôle à dire. Les premières fois que j'ai fait ça, c'était à Manhattan, au Midtown Manhattan, à côté. Tu sais, je marchais des fois littéralement à travers Times Square pendant que je faisais ça. Puis là, On dirait qu'à Manhattan, il y a tellement de monde. Ben, c'est tout le monde ça. fait ses propres J'étais affaires. tellement moins gêné à Manhattan parce que tout le monde est un peu bizarre là-bas. Ouais. Tu sais. Puis je veux pas, il y a comme des millions de personnes, tu vas jamais recroiser les mêmes personnes. Mais je veux dire, là, j'habite à Québec. Je veux dire, les gens autour de l'anneau, je les revois. Là. Ouais. Alors, je suis un Mais peu gêné encore. Je me suis posé, c'est drôle parce que j'ai écouté justement une vidéo qui était sur l'anneau, puis tu parles, puis je me suis dit, hey, je serais-tu game de faire ça, moi, juste parler à mon téléphone? Mais je trouve ça incroyable. Ben, de le faire, en fait. Là, puis on en parlait l'autre jour, là, la peur d'être. La peur d'être cringe commence à peut nous paralyser dans la vie. Ah, mais moi, j'assume pleinement que je suis cringe. C'est moi ma stratégie avec le cringe, c'est me dire on va passer à travers pour sortir de l'autre bord. Genre, exact, c'est ça qu'il faut faire. tellement cringe
que ça va redevenir cool dans ma tête. Ouais. C'est ça. Parce que là, le monde qui savent qu'est-ce que tu fais... Ouais. Mettons, moi, quand je te vois, quand je pars à la course, puis quand je passe à la course à côté, puis que je te vois faire ça, il n'y a pas une fraction de seconde que je me dis, hey, check le gars avec son sel, c'est comme, ben oui, c'est Parnell, ouais, c'est ça qui ce qui est fun, c'est des fois, on peut commencer à le voir des fois où je marche, puis il y a des gens qui se tournent de bord, qui font des petits saluts, puis là, je suis comme, yes, c'est pas souvent, là, mais dans certaines de mes capsules, moi, je les spot. Ouais. Puis quand je me suis passé le commentaire, surtout une vidéo en particulier où est-ce que tu parles d'un cas d'agression sexuelle. Je me rappelle plus si c'est en lien avec Gilbert Rozon ou en lien avec les gars de l'équipe Canada de ça devait être de Gilbert hockey. Rozon. Je Mais pense pas avoir fait de capsule sur le hockey. Tu dis quand même, tu sais, c'est quand même raw puis rough, les termes que tu utilises, parce que tu lis un jugement ou tu parles d'un truc super précis, mais en étant quand même avec un vocabulaire... Il n'y a pas de doute de quoi je parle. Précis, là. Ouais. Puis il y a comme des madames d'à côté qui passent à côté de toi, genre des escaliers roulants, qui font genre. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quand même agressif. J'étais quand même. Faut quand même que tu sois game de juste faire là, je vais y aller de même, là, tu sais. Ben, c'est qu'à la base, je pense pas qu'on devrait utiliser des euphémismes quand on parle de ce genre de choses-là. Je sais que surtout sur TikTok, c'est populaire de... On va pas dire tuer ou mourir, on va parler de unalive, puis on va parler d'une agression V, puis genre, si je comprends qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'algorithme. Dans mon expérience, l'algorithme ne me pénalise pas pour ça, mais aussi, je pense que c'est important qu'on ait l'ouverture de parler d'exactement ce que c'est, surtout sur les médias sociaux, parce que c'est un environnement où on tend à vouloir beaucoup plus être dans le divertissement. Alors, en tout cas, moi, je sais pas que je me fais un devoir, mais je me donne la permission de dire les choses comme elles sont. Puis si ça veut dire que je le fais aussi en public, qu'il y a des gens qui me parlent, ben je veux dire, c'est des choses qui sont discutées en public. C'est dans le journal. Là. Le journal ne parle pas dans euphémisme. Le journal va dire agression sexuelle. Le téléjournal va parler de ça aussi. Alors, ben moi, je me sens pas mal à le dire. Ouais, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu fais ça, la création de contenu? Dans la forme que je le fais actuellement, j'ai commencé, je dis toujours ma date, c'était le 6 janvier 2021, parce que ça, c'était la date où les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitol pour la première fois. Puis, en tout cas, j'ai vu ce qui se passait, puis j'étais comme, OK, il y a un bris dans le dialogue social aux États-Unis. On n'est pas à l'abri de ça chez nous. Même, je pense qu'on est plus vulnérable à ça chez nous qu'ils sont aux États-Unis. On a beau se donner les meilleures institutions, les meilleures lois qu'on veut, la seule protection réelle qu'on a, c'est une culture citoyenne. Et pour ça, il faut qu'on se parle entre nous. Ça ne va pas venir du haut. C'est un peu là que j'ai commencé. Mais j'avais un blog quand j'étais kid, comme ben des gens. Un Skyblog? C'était un blogspot. Même, je pense que l'adresse existe encore. En tout cas, je ne sais pas. C'est un genre d'hébergement forfait on va le mettre éternel. dans la description. Puis, tu sais, j'avais aussi, il y a longtemps, essayé d'être un YouTuber, mais c'était nul, mes affaires. Alors, puis j'étais passé ailleurs. Fait que tu as toujours été attiré par ça, là, par le fait. Puis c'était tout le temps dans un angle d'information, du moins de commentaires d'actualité? Je le vois plus comme un angle de participation aux discussions qu'on est tous toujours en train d'avoir. Je pense que les médias sociaux sont super pour ça parce que ça démocratise la capacité de réellement participer à ces discussions sociales-là. Sinon, si on n'avait pas ça avant qu'on ait ça, ces discussions-là étaient largement monopolisées par des institutions médiatiques, les journaux, la télé, la radio. Et il y avait évidemment des discussions privées qui se faisaient, dans des bars, dans des salons, des gens qui prennent un verre ensemble, des amis. Mais ces discussions-là n'étaient pas élevées à devenir disponibles partout. Puis moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était de dire à tout le monde, regarde, on peut se parler entre nous de façon très large. Et les nouveaux médias sociaux nous permettent de faire ça. Ouais. Puis quand tu as posté ton premier là, en 2021, là, est-ce que tu t'es dit, bon, ben aujourd'hui, je deviens créateur de contenu, ou ben là, tu avais le goût de parler de ça, tu en as parlé, puis là, après ça, ben, le lendemain, tu avais le goût de parler d'autre chose, tu en as fait un autre, puis là, de fil en aiguille, tu t'es réveillé un matin et tu te dis, crème, dans le fond, je suis un créateur de contenu. Ouais, ben, je veux dire, je sais pas encore. Moi, je me considère pas un créateur de contenu. Moi, si tu me demandes qu'est-ce que je fais, moi, je suis avocat. Je travaille en droit des affaires pour une firme à New York. Genre, ma job, c'est ça. Ce que je fais, c'est un peu on the side. Genre,
j'ai longtemps dit que c'était un hobby, puis j'ai un peu réalisé qu'il fallait que j'arrête de dire ça parce qu'il y a des gens qui en font une profession et une vocation, et je veux pas dénigrer cette réalité-là. Mais tu sais, je suis comme pas encore rendu là. T'sais, la première fois que j'ai ramassé mon téléphone, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête, que je trouvais ça énervant. La façon, tu sais, mon tout premier vidéo de TikTok, c'était une réponse à la phrase « les droits des uns s'arrêtent là où commencent les droits des autres ». Ça, c'est une espèce de phrase fétiche qu'on entend partout. C'est une phrase vide qui veut rien dire. Puis ça m'écoeure parce que souvent, on dit ça comme si c'était la fin d'une discussion, c'était l'argument qui tue tout. Puis c'est une phrase totalement vide de sens. Et ça m'avait écoeuré. Alors j'ai juste ramassé mon téléphone et dit écoute, prochaine fois que vous entendez ça, là, c'est de la bullshit, passez à autre chose. Genre. Puis ça commençait de même. Est-ce que tu as l'impression. Parce que moi, je te vois dans mon algorithme, là, tu m'es proposé. Je suis désolé. Non, mais en fait, tu sais. La grande majorité, voire la totalité de tes opinions, j'aborde à peu près dans ton sens. Mais d'abord, j'apprécie que tu reconnais que je donne des opinions, là, parce qu'il y a bien des gens qui m'abordent, qui me disent on apprécie tellement ta neutralité, puis je suis comme wow, vous comprenez pas ce que je fais. Non, c'est ça. Mais puis quand je suis pas en accord, je suis toujours à l'écoute de ton take, puis c'est rare que je suis comme non. Genre, en fait, ça m'est jamais arrivé de voir une affaire que tu proposais, puis de juste être. Farnelé dans le champ. Farnelé dans le champ, ça m'est pas arrivé, tu sais. Fait que j'imagine que sur un spectre idéologique et politique, on est probablement du même bord. Ou tu sais, on doit être proche sur cette espèce d'échiquier-là. Est-ce que tu as l'impression que tu réussis l'idée initiale que tu lançais de dire on faut qu'on se parle tout le monde ensemble à travers les réseaux sociaux, c'est une plateforme pour être capable de rejoindre l'ensemble des gens, d'avoir des discussions. Est-ce que tu as l'impression que tu es capable de rejoindre ceux qui sont pas proches de toi sur cet échiquier-là? C'est tough à dire parce que je suis très conscient de l'effet de boîte à écho. Généralement, j'ai l'impression que les gens qui sont peut-être moins propices à partager mes valeurs vont peut-être moins souvent me voir, donc vont pas laisser de commentaires, vont pas m'en parler. C'est quelqu'un qui est pas d'accord avec moi va pas m'arrêter dans la rue pour dire pas d'accord avec toi. Très rarement. Mais je pense, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, c'est des gens qui vont dire écoute, je suis pas d'accord, mais j'apprécie la façon tu fais tes démarches. Puis c'est vraiment la question de démarche pour moi. Si on n'est pas d'accord, ben j'essaie toujours de partir d'un point où quasiment tout le monde devrait être d'accord sur les faits et démontrer ma démarche jusqu'à. Puis généralement, j'arrête juste avant de ouvertement dire c'est quoi ma conclusion, parce que si j'ai bien démontré ma démarche, ma conclusion est évidente. Alors, l'affaire est ketchup, comme c'est ça. En mathématiques. C'est bon, ça. J'aime ça. Bon, j'ai fait mes secondaires en anglais, là, mais ça veut dire que justement, même si tu n'es pas nécessairement d'accord avec les 2-3 dernières lignes, tu peux savoir où est-ce que tu as décroché puis réaliser, je suis d'accord avec 75%. Puis à la fin, genre, je vais pas dans la même direction. Puis ça, je pense que c'est super important parce que ça montre que même si on n'est pas arrivé à la même conclusion, on est beaucoup plus proche qu'on le pense. Puis on tend à s'étiqueter selon nos conclusions quand on devrait beaucoup plus s'étiqueter selon notre raisonnement et les valeurs qui les informent. C'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entends ça de cette façon-là. Puis pour garder l'analogie des mathématiques, tu sais, au secondaire, on était jugé non pas par le résultat. Ça valait un point, le résultat. Mais la démarche valait beaucoup plus. Ouais. Parce que si tu te fourres pas dans la démarche, ça prouve qu'au moins tu as compris quelque chose. Puis si tu t'es fourré dans la démarche, c'est tellement plus important pour ton enseignant et donc éventuellement toi, voir où est-ce que tu t'es planté, comme ça il peut te corriger. Alors c'est un peu... moi mon approche c'est une approche très mathématique. Genre dans ma tête, là, si j'ai à faire une visualisation, en haut de la feuille, tu as tes constantes, tu as tes démarches au milieu de la feuille, puis en bas de la feuille, tu as la réponse dans un petit carré. Puis moi, généralement, je constate que je n'ai même pas besoin de mettre la réponse dans un petit carré si mes démarches ont été bien démontrées. Alors, c'est l'analogie mathématique et c'est même que je vois ça. C'est vraiment intéressant. Oui, puis tu sais, justement, le fait que tu repars de la base souvent puis que tu rétablis les faits là, pour arriver à une conclusion, il faut s'entendre sur comme ce qui est vrai puis ce qui est factuel, mettons. Puis ça, je trouve que... je pense que c'est ça que j'aime beaucoup de ton contenu aussi, c'est que c'est pas juste, voici mon opinion basée sur je sais pas quoi. Puis tu sais, souvent, moi, c'est ce qui me fait le plus peur en ce moment, c'est comme, on dirait
la désintégration de la vérité dans l'espace public, là, dans le sens que on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, on ne sait plus qu'est-ce qui est des faits, on ne sait plus qu'est-ce qui est généré par l'intelligence artificielle ou que c'est une vraie image, on ne sait plus qu'est-ce que le président des États-Unis, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est souvent pas vrai. Ouais. On dirait que la vérité puis le factuel est devenu de plus en plus rare aussi, puis de plus en plus... flou, puis tu sais, puis aussi on a de moins en moins confiance en les institutions reconnues, puis on a de moins en moins confiance que l'information qui nous est rapportée est vraie, puis est moins en moins présente aussi sur les réseaux sociaux pour nous parce que parce qu'ils sont bloqués, tout ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que tu sais, l'opinion c'est une chose, mais si on s'entend les deux sur ce qui est réel, premièrement, souvent, la conclusion va un peu de soi aussi. Là. Souvent, quand on rétablit la vérité, ben, on n'a un peu pas le choix d'arriver à une conclusion. Puis si on arrive après ça, si on s'entend sur au moins ce qui est vrai, puis qu'on a des conclusions différentes, ben so be it. Généralement, on est capable de se parler sur dire, bon, ben, on va trouver le point de désaccord qui est souvent un point de valeur, puis c'est assez tough être en désaccord avec quelqu'un sur ses valeurs. C'est ça. Dans le sens, on peut être en désaccord, mais dans le sens où c'est assez tough de dire à quelqu'un, ben, tes valeurs sont pas bonnes. Non. Mais dire, tes faits sont pas bons, ça se dit. Mais tu sais... Mais si on s'entend pas sur ce qui est vrai, premièrement, on s'entendra jamais. Mais tu dis ce qui est vrai, mais je pense que tu as frappé quelque chose d'un peu plus important, c'est la notion de confiance. Je pense pas qu'on a une crise des faits. On a probablement une surcharge de faits. On a une crise de confiance. Je donne un exemple. Es-tu déjà allé en Australie? Non. Est-ce que l'Australie existe? Oui. Comment tu le sais? Tu l'as jamais Je le sais vu, pas. man. Je fais confiance aux gens qui m'ont dit que ça existe. C'est ça. Puis, et en passant, là, je suis pas en train de dire que tu devrais pas. Là. Je suis pas en train de dire que non, tu ne devrais absolument pas croire quoi que ce soit, tu l'as pas vu. Sauf que il y a un travail de confiance qui est essentiellement un travail de jugement. Moi non plus, je suis jamais allé en Australie, mais j'ai confiance que l'Australie existe parce que j'ai confiance dans les gens qui m'ont dit que l'Australie existait. Ouais. Puis cette confiance-là, fondamentalement, c'est un choix que chacun d'entre nous est obligé de faire basé sur des informations incomplètes, sur un gut check des fois, sur des valeurs qui peuvent être différentes. Et puis, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a plein de choses qui peuvent affecter cette confiance-là. Ouais. Mais d'avoir un radar à... Excuse-moi, je t'ai vraiment coupé. Mais d'avoir un radar à être capable de mettre sur une échelle la probabilité que quelque chose est vrai, c'est de plus en plus difficile, j'ai l'impression, parce que les choses pas vraies peuvent avoir l'air... peuvent nous être présentées d'une manière que ça a l'air vraiment vrai. Puis on n'est vraiment pas bon à gérer un peut-être. Puis on n'est vraiment pas bon à gérer un peut-être. On aime beaucoup mieux décider de croire en un ou en l'autre que de dire je le sais pas puis je le saurais pas, ou de dire ben tu sais je peux pas vérifier moi-même qu'on est allé sur la Lune, mais les probabilités que ce soit un complot versus les probabilités que ça soit vrai sont beaucoup plus élevées, donc je vais décider de croire que c'est ça. Mettons, même si je pense qu'à 95%, mettons, c'est probablement vrai. Mais on peut donner plus, mettons. Hein, c'est une fois sur 20. Là, genre, si tu roules un D20 puis tu as un Nat 20, là, c'est quand même... Ça arrive. Dans une séance de D&D, il y en a au moins 2. Là. C'est ça. Disons 99.9. Mais c'est ça, mais... Je veux dire, l'information exacte, évidemment, elle existe encore, mais sur bien des sujets, tu sais, quand on parle mettons, de vulgarisation scientifique, il y en a un qui dit ça, l'autre dit ça, il y en a un qui est crédible, il y en a un qui est appuyé par la recherche, l'autre dit le contraire, mais en tant que citoyen puis que non-expert, des fois, des fois, les deux ont l'air crédibles, c'est dur de savoir. Puis en l'information... Des fois, les deux sont présentés de la même façon. Oui, c'est ça. Puis il faut un sens critique qui est très aiguisé. Puis je pense que c'est ça. Parce qu'on a justement accès à plein d'informations à lesquelles on n'avait pas, ben, on ne peut plus juste se fier à l'information à laquelle on a accès parce qu'on a accès à plein d'informations contradictoires. Alors, il faut se fier à son propre sens critique. Puis ça, socialement, on n'a pas encore développé une culture de ça assez robuste, je pense. Comment est-ce que ta vie est articulée en ce moment? Parce que tu travailles encore dans un cabinet d'avocats aux États-Unis, mais il faut que tu restes plugué crissement dans l'actualité au Québec, puis dans ce qui se passe ici, puis dans ton travail de création de contenu ou vulgarisation, peu importe comment
Comment tu veux On n'a pas de définir mots ce que pour tu ça, fais? hein? On n'a pas de mots pour ça. Je sais pas encore c'est quoi. Puis avant, ça me dérangeait. Puis j'étais comme, faut qu'on invente un terme pour ça. Maintenant, ça me dérange plus parce que je me rappelle que le mot journaliste, à l'origine, ça veut juste dire à tous les jours. Ouais. Alors, éventuellement, on trouvera le mot pour. Là, entre-temps, ça me dérange pas. Fait que comment est-ce que tu articules ces choses-là dans ta vie? Tu fais-tu 40 heures encore de travail d'avocat Ça plus que 40 varie heures? beaucoup. Je travaille à contrat maintenant. Alors, je suis pas salarié avec un temps plein à faire. Alors, quand j'ai des contrats actifs, ben là, ça m'arrive encore d'avoir des semaines de 90, 100 heures. Puis là, évidemment, pendant ce temps-là, je fais pas mal moins d'autres choses. Mais ça, je veux dire, présentement, cette semaine, j'ai pas de contrat actif. Alors, ça me donne beaucoup de flexibilité pour venir faire ce qu'on est en train de faire maintenant, par exemple. Alors, ça varie vraiment beaucoup. C'est vraiment tough pour moi de dire à quoi ça ressemble ma vie de tous les jours. Là. Je pourrais recevoir un courriel ce soir qui va faire en sorte que pour les 2 prochains mois, je suis sur une énorme transaction de M&A qui va me bouffer 80 heures semaine non-stop. Ou je pourrais continuer à être super flexible. Ça dépend. T'as-tu l'impression que t'as comme un pied dans deux univers complètement différents? J'ai comme l'impression d'avoir comme 6-7 pieds différents dans 6-7 univers différents des genre fois. De pieuvre là, dans les multiverses. Peut-être, ouais, c'est ça. Je suis comme une espèce d'être tentaculaire, puis là, on commence à tomber dans du genre du hentai que je veux pas aller là, l'imagerie, mais on se comprend là. C'est surtout Toulouse à la place. Ouais, exact. C'est bon. Je suis mieux, je sais pas. Ouais. Mais j'aime juste. Je suis très curieux de nature, puis surtout, je pense que ce qui aide, c'est quand j'ai besoin de décrocher d'une chose, ça me rafraîchit l'esprit de m'accrocher sur quelque chose d'autre. Alors, si ça fait 3 heures que je suis en train de réviser un contrat de 250 pages, il n'y a rien de mieux de décrocher avec le masculinisme. Là. Genre, c'est faux à dire, là, mais oui, ça active des parties différentes de mon cerveau. C'est que ça me garde. Ça me garde en train de rouler. Ouais. Alors, c'est justement que c'est pas relaxant. C'est que je suis pas décroché, c'est juste que je suis comme passé dans un autre gear. Puis je peux mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Puis là, quand j'ai épuisé ça, je me retourne à faire autre chose. Ça te garde ça fresh. Ouais. Ça fait que tu ne tannes pas, en fait, de un ou l'autre, là, tu sais, quand tu... oui, je me tanne, mais c'est quand je me tanne d'un, je fais l'autre. C'est ça, si tu faisais juste un, par exemple, à un moment donné, tu serais... Je serais tanné. Ouais, c'est ça. Quand on voulait en fait, on discutait pour te recevoir, tu m'as écrit, tu as dit, hey, je pense que ça serait intéressant de parler d'indépendance. Je pense du Québec. Oui. Tout à fait. Moi, tantôt, Dom me disait que tu étais fédéraliste. On pourra en discuter davantage. Mais moi, cette semaine, évidemment, moi, je suis indépendantiste convaincu. Puis cette semaine, j'étais comme... l'expression anglaise pig in shit, là, quand t'es comme t'es comme un cochon qui se dandine. Ça a été une bonne semaine pour ça. Il y a eu Arthabasca, il y a eu un sondage qui montre. Il y a eu comme le sondage qui montrait 56% d'appui chez les 18-35. Après ça, Arthabasca qui est comme... En plus, à mon avis, de la défaite d'Éric Duhaime, c'est la victoire du Parti québécois. Fait que c'est comme... Je ressens... cette espèce de... le Parti québécois a doublé sa représentation en gagnant des partiels. C'est quand même pas rien. Puis moins serré qu'on pensait que ça allait être dans Arthabasca en plus. En se la jouant un petit peu technique partis libéraux canadiens de voler un peu les idées des conservateurs, là, de se tendre un petit peu vers la droite, de se tasser vers la droite. C'est ça fait partie des espèces de négociations entre les politiciens et leur électorat. Ça, c'est fair game, je pense. Là, oui. Mais fait que moi, cette semaine, j'étais très optimiste pour la suite des choses. Puis j'aimerais ça, en fait, qu'on parle d'indépendance du Québec. Où est-ce que tu te situes par rapport à la question de l'indépendance? Commençons par mettre de côté 2 étiquettes qui tentent plus à nous dire qu'autre chose. C'est l'étiquette fédéraliste, l'étiquette souverainiste. Non, c'est un débat ici, c'est nous autres contre toi. Non, mais je veux dire, parce que je comprends, il y a toutes sortes d'utilités sociales, politiques, à vouloir diviser les gens en des camps, puis leur mettre des étiquettes, puis leur dire, toi, t'es d'un bord, toi, t'es de l'autre, donc, toi, c'est ça l'étiquette, alors il faut que tu sois de notre bord. Ça court-circuite beaucoup de discussions qui manquent peut-être un peu de nuances, de résolution. Dans mon expérience, si on enlève ces étiquettes-là,
la plupart des gens qui s'identifient à un ou l'autre sont beaucoup plus proches qu'ils pensent. Tout à fait. La majorité des fédéralistes, des gens qui se trouvent sous cette étiquette-là, sont d'accord pour dire, par exemple, qu'ils s'identifient d'abord comme étant québécois. Sont d'accord pour dire qu'ils aimeraient que le Québec ait une plus grande protection sur ses champs de compétences, que ça les énerve eux autres aussi quand Ottawa arrive avec ses gros sabots puis ils jouent dans les plates-bandes qui sont supposés constitutionnellement être au Québec. C'est des gens qui veulent généralement renégocier l'entente avec le fédéralisme canadien. Puis du côté des gens qui ont l'étiquette souverainiste ou indépendantiste, la plupart sont d'accord pour dire, par exemple, que, veut pas, on va encore être voisins du Canada. On va encore avoir d'énormes liens commerciaux avec le Canada et la plupart sont ouverts à des ententes commerciales. Je veux dire, si on regarde, par exemple, le premier projet d'indépendance était plutôt de la souveraineté association, qu'aujourd'hui, on pourrait prendre exactement la même chose, appeler ça du fédéralisme asymétrique, et à part le fait que tu viennes changer l'étiquette d'un bord ou de l'autre, sur le fond, c'est la même affaire. En 95, on parlait d'une souveraineté avec une entente économique. Alors, tu sais, si je vous demande, par exemple, seriez-vous confortable que le Québec, qui devient souverain, puis on peut parler de qu'est-ce que ça veut dire, garde le dollar canadien de la même façon que la France a l'euro? La plupart des souverainistes diraient ouais, tu sais, ça c'est chill, ça va. Qu'on ait une espèce de pacte de défense mutuelle avec le Canada, peut-être avec une intégration de nos armées, la plupart des gens sont chill avec ça aussi. Alors, ça devient vraiment, selon moi, une question de est-ce qu'on appelle ça la souveraineté ou est-ce qu'on appelle ça un fédéralisme renégocié? Et je pense que si on enlève ces étiquettes-là puis on regarde l'espèce de paquet de choses qu'on veut à l'intérieur, la plupart des gens sont d'accord. Très certainement. Sur bien des choses. Puis c'est juste, est-ce qu'on veut donner ça? Est-ce qu'on veut donner l'étiquette souveraineté ou est-ce qu'on veut donner l'étiquette fédéralisme renégocié ou fédéralisme asymétrique ou souveraineté association? Mais sur le fond, on se retrouve sur à peu près tout. Puis ça, c'est, je veux dire, les gouvernements libéraux du Québec, c'est pas pour rien, ça fait 40 ans qu'ils refusent eux aussi de signer la Constitution de 82, là, parce qu'ils ont la même position. Alors, il y a une espèce de division politique qui se fait de la population entre ces deux étiquettes-là, en fonction, je pense, peut-être d'une certaine utilité qui est plus stratégique et politique que d'une réelle tentative d'essayer de rapprocher les gens vers un projet commun. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu sais, avec une question aussi binaire que oui et non... La discussion comme ça, puis le rapprochement est impossible parce que c'est un côté ou de l'autre. C'est des 1 puis des 0. Je pense que, comme je disais, on se rapproche beaucoup. C'est juste qu'on part d'étiquettes différentes parce que ces étiquettes-là nous sont imposées par des forces politiques plus grandes que nous. Alors, tu as la majorité des souverainistes qui partent de l'étiquette souverainiste, Québec souverain, mais on est prêt à se rapprocher du Canada. Et puis la plupart des fédéralistes qui partent de l'étiquette qui se font donner à eux et disent on part du statu quo canadien, mais on est prêt à se rapprocher vers les objectifs nationaux du Québec. Et c'est au milieu qu'on devrait travailler, mais c'est tough à faire parce qu'on a une réalité politique qui nous force à choisir un bord ou de l'autre. Je comprends, mais à la fin de la journée, il y a ceux qui votent oui puis ceux qui votent non quand même. Puis c'est comme pourquoi... Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à voter oui versus qu'est-ce qui pousse à quelqu'un à... C'est ça, je pense que c'est vraiment une question de l'étiquette. La personne s'identifie à une étiquette ou l'autre puis dit, bon, ben moi, mon étiquette, c'est ça fait que je vote de même. Ou moi, mon étiquette, c'est ça fait que je vote de même. Tu penses que l'étiquette est imposée ou... je pense qu'elle est imposée par le fait qu'on est obligé, tu sais, quand tu votes, tu peux pas voter un peut-être. Là. On peut pas avoir une élection en disant voici 50 000 options devant nous. Tu peux pas faire un référendum. Un référendum, par définition, c'est oui ou c'est non. Tu peux pas avoir un référendum sur 14 options différentes. Ça marche pas. Moi, je veux renégocier le fédéralisme canadien, puis je pense que je suis très sensible au fait que, par exemple, j'entends souvent des gens qui disent j'ai jamais été consulté sur la question référendaire. Moi non plus. Là. Il y a n'importe qui en dessous de 50 ans n'a pas été consulté. La majorité des Québécois n'ont jamais été consultés. Mais de la même façon, la majorité des Canadiens n'ont jamais été consultés sur une renégociation possible de l'entente entre le Québec et le Canada. Et ça aussi, je pense que ça devrait faire partie de la discussion. Moi, j'ai vraiment l'impression... Qu'est-ce qui a fait couler les dernières tentatives de renégociation du fédéralisme canadien? C'est les questions des droits autochtones et c'est les questions de représentation des
provinces dans le processus. C'est chaque province, c'était pas clair si les provinces allaient même voter là-dessus. Ben, depuis 92, quand il y a eu cet échec-là, on a dramatiquement changé notre relation avec les peuples autochtones canadiens. On a eu la commission de vérité et de réconciliation. Et la réalité sociale, démographique, politique de toutes les autres provinces a complètement changé aussi. Alors, j'ai l'impression qu'avant qu'on saute à la dernière étape pour dire « ça marche plus, on s'en va », qu'on réessaye ce processus-là, j'aimerais qu'on réessaye le processus de renégocier c'est quoi notre relationship, notre entente avec le reste du Canada et d'être consulté là-dessus avant d'arriver à l'étape 2. Je comprends. Au-delà de la... Parce que je suis d'accord avec toi pour toutes les questions plus pratiques et économiques, admettons, là, d'une collaboration. Puis après ça, est-ce que c'est un Québec souverain qui collabore étroitement avec un Canada? Est-ce que c'est un Canada uni qui donne énormément de latitude au Québec? Des latitudes au Québec. Mais moi, ma question, où est-ce que ça devient plus binaire encore, pour reprendre ce terme-là, c'est au niveau de la culture puis de l'indépendance de choix pour la préserver. Parce que la culture québécoise est pas la culture canadienne, puis d'avoir un chapeau qui prend des décisions, parce que tant qu'on sera pas indépendant, on n'aura pas 100% de nos décisions. Puis c'est impossible qu'un gouvernement canadien puisse prendre les meilleures décisions tout le temps pour la préservation de la culture québécoise. Puis moi, on dirait que c'est là que... Parce que moi, si on se sépare demain matin, là, au niveau du dollar de l'armée, honnêtement, j'en ai presque rien à battre. Dans le sens... Pourtant, la définition stricte de la souveraineté, c'est d'avoir une armée qui contrôle tes frontières. Ouais. Alors, si tu es prêt à négocier sur l'armée, tu es prêt à négocier sur la souveraineté. Ce que tu veux refaire, c'est que tu veux revoir l'entente avec le Canada. Mais ça n'arrivera jamais, ça, à l'intérieur d'un Canada, d'avoir 100% des décisions. Je veux dire, le Canada va toujours décider de l'immigration. Mais le Canada nécessairement, va toujours décider de où va l'argent. Si on a une entente économique qui inclut, par exemple, une capacité de travailler entre une frontière à l'autre, encore une fois, comme l'Union européenne, par exemple, je veux dire, nécessairement, il va falloir qu'il y ait des décisions qui vont être concertées avec le Canada. Si on a une entente économique où on garde la même monnaie, nécessairement, notre politique économique, il va falloir que le Canada soit impliqué là-dedans aussi. Puis, je veux dire, on est totalement souverain des États-Unis, mais viens pas me dire que les décisions politiques des États-Unis ne nous affectent pas non plus. Je comprends. Non, mais ils n'affectent pas notre culture, ils n'affectent pas la survie de notre culture. Là. Bon, je pense que notre culture est beaucoup plus menacée dans sa floraison autonome par Hollywood qu'elle l'est par Toronto. Oui, sauf qu'on peut pas prendre toutes les décisions qu'on veut pour la protéger, parce qu'en ce moment, c'est le Canada qui régit la plupart des règlements sur Netflix. Si le Québec ça serait à renégocier. Si demain matin, le Canada dit « OK, on est prêt à renégocier ça. Vous, le Québec, on va plus jouer dans vos plates-bandes là-dessus. On va arrêter de financer des productions culturelle québécoise, puis à la place, on va juste donner l'argent au gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Québec en fera ce qu'il voudra. Ouais. Je veux dire, dans le fond, ma question... C'est pas ça qui se passe, mais on l'a... À chaque fois qu'il y a des tentatives de rapatrier ces pouvoirs-là, c'est qu'il n'y en a pas formellement eu. Il y a eu des espèces de « Ah, ça serait dans le fun si », puis « Ah non », ça se fait toujours à la pièce. Une vraie tentative de renégocier l'entente, il faut, c'est comme une relation avec ta blonde. Là. Tu peux pas faire ça entre deux gorgées de café avant d'aller travailler. Il faut que tu t'assoies avec puis que tu dises, écoute, ça marche plus, puis ça marche pas pire, puis ça, je pense qu'on devrait retravailler ça. Mais il faut que tu le fasses dans un processus formel, intentionnel, dans lequel tout le monde est invité à la table. Ouais. Comme on a tenté de le faire dans le passé. C'est de négocier avec le Canada pour qu'il négocie pour nous avec les États-Unis parce qu'on a de la particularité de la langue au Québec. Tu sais, je veux dire, le Canada anglais, je pense pas qu'il se sent menacé par la culture américaine puis par l'hégémonie d'Hollywood parce que, je veux dire, la langue est la même, les cultures se ressemblent. Ça serait encore drôle. Je veux dire, pour avoir vécu dans le Canada anglais aussi, eux autres, ils le sentent aussi. Ils le sentent pas de la même façon que nous, mais ils sentent aussi que leur culture est distincte des États-Unis et ils ont quand même... C'est un pays qui est beaucoup plus jeune, c'est une nation qui est beaucoup plus jeune, le Canada anglais, mais ils commencent aussi, eux autres, à se dire « Wow, minute, il faut qu'on protège notre production si on veut un jour pas être juste une excroissance culturelle des États-Unis. Mais c'est que le Canada anglais est encore très jeune. Une culture commune, ça se forme avec deux choses. Il faut du temps et puis il faut une période difficile vécue ensemble. Le Canada anglais n'a pas eu ça. Le Québec l'a eu.
Mais ça fait que l'espèce de culture unique canadienne est encore en train de se faire former. Puis là, le gouvernement canadien essaie de faire du nation building, puis à pousser toutes sortes d'idées de une nation comme si on était tous pareils, quand clairement on ne l'est pas. Ouais. Je pense que ça aussi, si aujourd'hui on approche les Canadiens puis on dit là, on arrête de faire ça à la pièce puis on arrête de faire ça en temps perdu, on a besoin de se parler entre nous. Puis c'est pas qu'on vous aime pas, on vous aime, on veut continuer à être proche de vous, on veut continuer à travailler avec vous, mais il y a juste des choses qu'on a besoin de faire de façon différente. Moi, je serais bien surpris que le Canada aujourd'hui, si on le fait d'une approche ouverte et remplie de bonne foi, je serais bien surpris que la population canadienne disent ben non, ça ne nous intéresse pas, rentre dans ton trou. C'est plus ça, le Canada. Ben, je veux dire, les relations des dernières années entre, mettons, le gouvernement de la CAQ et le gouvernement Trudeau n'étaient pas jojo, là, dans le sens que la CAQ avait des revendications pour le Québec. Je pense pas que la CAQ est caractérisée par une bonne foi particulière dans ses relations avec bien des choses. Possiblement, mais il n'empêche que, tu sais, les revendications qui étaient faites, puis tu sais, je veux dire, je suis pas pro-CAQ, pas partisan de la CAQ, mais c'est le gouvernement du Québec, là, tu sais, puis les revendications qui étaient amenées au reste du Canada, au gouvernement fédéral, ils étaient souvent refusés. Oui, c'est vrai. Je pense là-dessus, peut-être que l'approche, ce serait de parler aux Canadiens directement. Mais, fait que, mettons, de bonne foi complète, là, le vaisseau pour l'option souveraineté du Québec est clair. Pour moi, mettons. Le chemin vers l'indépendance du Québec est clair. Quel est le chemin vers cette option-là de renégociation fédérale de bonne foi pour arriver à une entente qui convient parfaitement aux Québécois? C'est quoi ce chemin-là? Parce que le chemin de on vote pour le Parti québécois, dans 3 ans, on a un référendum, c'est clair, limpide, la stratégie est directe. T'sais, on le voit vraiment, le vaisseau est clair. Quel est l'autre vaisseau? C'est le nationalisme de la CAQ qui se voulait un peu a échoué sur 12 ans à chaque fois. Je pense que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a à les dernières tentatives de le faire avec Lac-Meach et Charlottetown, où, rappelons-nous, là, les leaders politiques sont arrivés à une entente dans les deux cas. Le problème, c'est que la population canadienne n'avait pas été consultée, n'avait pas été impliquée, puis on avait exclu plein de gens, dont les peuples autochtones, dont toutes sortes d'autres groupes minoritaires qui avaient des intérêts là-dedans. Alors, on sait c'est quoi le vaisseau. On demande, on convoque essentiellement une espèce de congrès de la Fédération canadienne, mais en même temps, on travaille le terrain en s'adressant directement, au lieu d'essayer de parler à travers leurs leaders politiques, on est capable de le faire aujourd'hui en s'adressant directement aux Canadiens pour qu'eux aussi comprennent qu'est-ce qu'on veut, puis comment ça va pas leur faire mal, puis comment c'est en tout leur intérêt à renégocier leur entente avec le Québec aussi, pour que quand les autres provinces vont ensuite avoir leur référendum, les autres populations vont pas juste avoir un point de vue qui n'est pas le nôtre, ils vont avoir le nôtre aussi, ils vont pouvoir voter en conséquence de cause. Puis je crois, je suis pas prêt à dire définitivement on va avoir tout ce qu'on veut, mais avant d'arriver au divorce, essayons de s'asseoir avec notre blonde puis de jaser de qu'est-ce qu'on est capable de faire. T'as pas l'impression que ça fait couple de fois que ça essaye puis que ça fonctionne pas, pour garder l'exemple de la blonde, ça fait une couple de talk. Qu'on se donne une couple de fois qu'on se donne une dernière chance pour toffer pour les enfants puis pour toffer pour la maison, puis on se dit mais là on a bien trop de projets, ça sert à rien. On a tellement changé depuis la dernière fois qu'on a vraiment fait un effort formel, réel, là, assis à la table. C'était il y a 40 ans. Est-ce que tu penses que nous on s'assoit à table avec l'Alberta? Ils vont avoir des demandes eux aussi. Oui, c'est ça, mais qu'on trouve des points communs puis un terrain d'entente, alors qu'on a tellement des intérêts puis des demandes qui vont être complètement différentes. Tu sais, comment qu'on dit, ben là, nous, c'est sûr que, juste l'exemple le plus frappant, c'est les combustibles fossiles versus l'hydroélectricité. Ça, c'est peut-être la chose qui encapsule les diversités, parce que au-delà de l'énergie comme telle, mais il y a tout ce qui en découle. Fait que là-bas, l'argent vient de là. Ici, on n'est pas du tout intéressé à ça. Comment est-ce qu'avec le même portefeuille, tu ramènes ces deux
ces deux groupes de personnes-là tellement distincts vers une idée commune. C'est-tu possible, d'après toi? Oui, je pense que c'est possible. C'est possible si le gouvernement fédéral est prêt à relâcher beaucoup de son contrôle sur ces questions-là. Il y a beaucoup des questions, par exemple, on parle d'un côté, l'Alberta va dire on vous subventionne avec la péréquation, puis nous, on va répondre, mais c'est nos taxes qui ont créé votre industrie de l'énergie fossile. Et là-dedans, le gouvernement fédéral va dire on a besoin de contrôle sur tout parce qu'on a besoin de gérer un pays comme si c'était une nation, comme si c'était. Alors, on peut arriver à une entente où on se laisse chacun beaucoup plus de place pour développer nos sociétés différentes comme chacun d'entre nous veut le faire. Puis ça ne nous empêche pas d'être très bons amis, d'avoir une grande intégration économique, politique, militaire entre nous. C'est de la même façon qu'un Français n'a pas besoin d'être d'accord avec la politique énergétique de l'Espagne pour comprendre que l'Union européenne, c'est quand même une bonne chose pour tout le monde. Mm-hmm. Je pense qu'il faut juste reconnaître que le gouvernement fédéral a peut-être besoin de reculer beaucoup sur le contrôle sur la mainmise, puis sur ce qu'il est capable de prendre à un pour donner à l'autre, puis ce qu'il prend de l'autre pour redonner à l'un. Mm-hmm. Je pense que ça peut se négocier entre nous. Quels seraient les avantages? Quels sont les avantages de demeurer au sein du Canada dans ce cas-là, si l'idée, c'est qu'au final, on soit le plus indépendant possible et que le gouvernement fédéral recule le plus possible? Il y a des avantages qui ne sont pas strictement liés. Je comprends que l'enjeu, c'est l'identité, la culture, la nation québécoise. Mm-hmm. Mais une nation a quand même des avantages à s'allier, à se rapprocher à d'autres nations. Une défense mutuelle, par exemple, un bloc économique plus large qui nous donne plus de pouvoir d'achat, plus de puissance à travers le monde. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 3 millions de francophones qui existent au Canada à l'extérieur du Québec. Être intégré politiquement aux autres provinces, au reste du Canada, nous permet d'avoir beaucoup plus d'échanges économiques, culturels, sociaux avec ces communautés francophones-là aussi. Et je pense que ce serait dommage de les sacrifier en se disant, nous, on part en navire, puis je dis pas que c'est ça qui arriverait, mais on va nécessairement avoir plus d'influence, plus de capacité d'aider les autres communautés francophones à travers le Canada si on a une alliance, une intégration avec le Canada. Il y a des avantages à tout ça. Et je reconnais qu'il y a des désavantages aussi. Tant que le gouvernement fédéral continue à essayer de gérer le Québec comme étant juste une autre minorité culturelle, ça va pas aller. Puis c'est pour ça que je pense que cette chose-là, il faut qu'on le renégocie. T'sais, quand je dis on s'assoit à la table et on dit voici ce qui ne fonctionne pas, mais voici ce qui fonctionne qu'on aimerait garder, c'est les deux qu'il faut reconnaître. Mm-hmm. Je comprends. Mais tu sais, on dirait qu'encore une fois, tu listais justement les points en commun qu'on a avec les gens qui ont l'étiquette fédéraliste, les gens qui ont l'étiquette souverainiste, puis que la plupart des fédéralistes reconnaissent que le Québec est une société distincte, avec une culture distincte, avec une langue distincte, avec des intérêts, des valeurs même distinctes. Mais je veux dire, tu sais, moi, quelqu'un qui me dirait, moi, je suis fédéraliste parce que je m'identifie avant tout en tant que Canadien, puis il y en a, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y en a. Puis quelqu'un qui me dit ça, je n'ai pas grand-chose à lui répondre. Je veux dire, tu te sens Canadien, t'aimes le Canada, tu veux rester dans le Canada. Tu peux pas dire à quelqu'un que tes valeurs sont pas bonnes. Non. Là. Mais quelqu'un qui dirait... L'argument de cœur est indéfendable. Ou comme... quelqu'un qui me dit, je me sens profondément québécois avant tout, puis je reconnais qu'on est une nation distincte, mais je veux rester dans le Canada. On dirait, à mon sens, la meilleure manière de s'affirmer en tant que nation, en tant que peuple, de négocier pour nous autres mêmes à l'international, de prendre nos propres décisions en tant que nation distincte. À mon sens, c'est une évidence qu'en tant que pays, ça se fait mieux. Là, mais bref. Fait que tout ça pour dire, je comprends quelqu'un qui me dirait, moi, je suis Canadien, je me sens Canadien, mais quelqu'un qui dit, je me sens Québécois, mais je veux rester Canadien, mais pourquoi? Moi, je reviens à l'exemple de la France. Ouais. Un Français peut se sentir français, pas se sentir espagnol, pas se sentir italien, pas se sentir allemand. La France est un pays quand même. Oui, mais je veux dire, la France n'est pas capable de négocier ses ententes commerciales indépendamment de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie. Mm-hmm. Et ça, c'est la France qui a décidé, la population française a décidé de s'allier économiquement parce qu'elle croyait que les avantages d'avoir une plus grande force de frappe à l'international valait l'inconvénient d'être obligé de négocier à l'intérieur de l'Europe avec d'autres populations. Et puis ça, c'est un choix qui est légitime que le Québec peut faire pour lui-même aussi, sans sacrifier son indépendance. On peut choisir de faire ça.
Et je pense que les bénéfices dépassent les inconvénients. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des inconvénients, mais je pense qu'on a plus à gagner à le faire qu'on aurait à gagner à ne pas le faire. Je comprends. Ouais, je pense pas que cet argument-là des points positifs, à mon avis, est assez fort pour passer par-dessus l'argument culturel puis de la survie de la culture québécoise, mettons, puis du fait que tant qu'on ne sera pas à 100% les décideurs des politiques qui vont assurer la survie de la nation québécoise, ou même au-delà de la nation, de la culture québécoise, tant qu'on ne sera pas les seuls à prendre ces décisions-là, les autres arguments, parce que comme tu dis, les liens économiques vont exister quand même. Puis si on pense que parce qu'on quitte le Canada ne voudra plus faire affaire avec nous, comme l'espèce de peur de ça arrivera pas. Tu sais. Fait que moi, tous les autres arguments, on dirait que pour moi, probablement dans mon échelle de valeur personnelle, on dirait étant donné que toutes les choses vont être égales à la fin de l'histoire, à mon avis, au niveau économique, parce que tout le monde perdrait à ce que cette relation économique-là... Mais qu'est-ce qu'il faudrait au Québec pour que tu sois confiant que le Québec a tous les outils nécessaires pour protéger sa culture? Qu'on puisse décider nous-mêmes de notre capacité d'intégration. OK, alors tu parles de l'immigration? Oui, l'immigration. Okay. Puis là, cette question-là est souvent... mal abordé là, quand on parle d'immigration. Je trouve pas non plus que le Parti québécois fait un très bon travail pour parler de ça. Là. Je pense qu'il essaie peut-être de parler un petit peu de la peur de l'immigration. Je pense vraiment pas que c'est la façon de le faire. Sauf que la réalité est qu'on a une capacité d'intégration limitée. Je suis d'accord. Puis il faut être capable au moins de la savoir, puis d'être les seuls à être capables de prendre la décision de c'est combien. Ben, tu vois, contrôle sur l'immigration, ça, c'est une des 5 demandes historiques du Québec par rapport à la loi constitutionnelle de 82. Ouais. Et tous les gouvernements fédéralistes de la province ont cette demande-là depuis 40 ans. Puis ils se font dire non. Parce que si on l'a depuis 40 ans puis qu'on n'a pas encore le pouvoir là-dessus. Mais François Legault est retourné, il a demandé encore. Les dernières tentatives concrètes, on s'assoit à la table puis on négocie. Les autres provinces étaient prêtes à nous l'accorder, ça. Mm-hmm. C'est leur population que, parce qu'on n'a pas fait le travail de terrain, de parler aux Canadiens de pourquoi ça leur fera pas mal à eux, pourquoi c'est à leur avantage de l'accorder aussi, c'est là que ça a échoué. Mais politiquement, cette avenue-là, elle est ouverte. Elle l'était avant, puis je pense qu'elle l'est encore aujourd'hui. Oui, sauf que pas plus tard que v'là 2 ans, François Legault est allé voir Justin Trudeau pour avoir les pleins pouvoirs en immigration. Parce qu'il a fait une demande à la pièce qui était... Mais je comprends ce que tu dis dans le sens... Il ne faut pas le demander au gouvernement fédéral, il faut le demander au Canada. Il faut s'asseoir puis le faire en bonne et due forme, puis je suis d'accord avec toi. Sauf qu'on dirait que, justement, pour en revenir à ce que je disais tantôt, on dirait que le chemin vers ça semble beaucoup plus laborieux, même si le chemin vers l'indépendance semble laborieux aussi. Oui, ben le chemin vers ça semble beaucoup plus laborieux. Il ne faut pas avoir peur de la labeur, d'une façon ou de l'autre. Là. Je veux dire. Oui, non, exact. Je ne crains pas cette réalité-là. Juste pour continuer sur la culture québécoise. Fait que l'immigration, c'est une chose, mais après ça, d'être capable, quand on parlait au ministre ici, au Mathieu Lacombe, de pouvoir prendre nous-mêmes nos décisions par rapport à qu'est-ce qu'on impose ou non aux différentes plateformes, aux différents, tous les gros joueurs qui viennent inonder notre culture, de culture américaine, de culture hollywoodienne, de pouvoir défendre cette place-là sur les Spotify, sur les Netflix, puis pouvoir négocier en notre propre nom, sans devoir faire affaire avec le gouvernement fédéral, être vraiment nous-mêmes dicter ces décisions-là, puis qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, puis pouvoir que les gens qui arrivent au Québec, qui se connectent sur Spotify, mais qu'il y ait des artistes québécois, puis que ce soit... Toutes les décisions nous reviennent à 100%, dans le fond. OK, alors qu'il y a une espèce de... Que le CRTC lègue sa place au Québec à un organisme du gouvernement québécois. Exact. OK? Exact. Ben ça, je pense que ça se négocierait, ça aussi. Sûrement, mais en fait, tout se négocie. Moi, je serais vraiment surpris que quelqu'un en Ontario, en Alberta, là, un électeur moyen, dise « Ben non, je veux pas que le Québec ait la capacité de contrôler c'est quoi sur le Spotify québécois. » Il s'en tape, lui. Il va dire « Ouais, pas de problème, faites ce que vous voulez. » Aussi, pouvoir négocier nos
nos liaisons, nos rapports, nos traités internationaux en notre propre nom. Là, on est souvent subordonné au Canada, puis on passe une négociation à travers le Canada qui essaie de négocier pour tout le monde, mais pour avoir une chaise à la table de négociation en tant que nation, en tant que pays, puis pouvoir revendiquer des choses qui sont avantageuses pour notre pays. Tu sais. Alors, par exemple, si je donne un exemple de ça parce qu'il est très concret, là, ça écœure beaucoup de Québécois qu'on tend dans nos négociations avec les États-Unis à flirter avec l'idée de sacrifier le lait québécois pour promouvoir le bœuf albertain. Mm-hmm. Puis ça, je suis totalement sensible à ça. Tu sais, là-dessus, j'avoue, ça c'est tough. Mm-hmm. Ça, c'est tough. De la même façon que c'est vraiment tough pour l'Union européenne de négocier en bloc parce que, des fois, ça veut dire que le vin français va être sacrifié au nom de la laine irlandaise. Et puis ça, faut qu'ils se négocient à l'interne entre eux en premier. Puis ça va toujours être difficile. Mm-hmm. Mais ça va toujours être difficile qu'on soit un partenaire égal à l'ALENA ou à l'espèce de nouvelle entente de libre-échange parce qu'il va falloir qu'on négocie quand même avec le Canada et les États-Unis qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui rentre pas dans notre libre-échange. Alors, on est pogné avec ça, qu'on soit intégré ou non, peu importe notre niveau d'intégration, aux États-Unis, au Canada, au reste du monde. Ça va toujours être une difficulté. Et que ce soit une difficulté qui se fasse d'un pays à l'autre ou que ce soit une difficulté qui se fasse à l'intérieur d'un groupe de négociation canadien qui va ensuite faire une proposition aux États-Unis, je pense que la différence n'est pas si grosse que ça. Je comprends. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu dises, OK, c'est le temps de laisser notre blonde? C'est une excellente question parce que je t'ai posé la même question tantôt puis tu as répondu de bonne foi. Alors, j'adore la question parce qu'elle montre que justement, on n'est pas dogmatique. Là. Quelqu'un qui va jamais changer d'idée, ça sert à rien de parler, il est dogmatique. Parce que j'entends ce que tu dis. J'entends vraiment ce que tu dis. Puis effectivement, si tout se négocie puis qu'on réussit à avoir toutes ces affaires-là qui sont vraiment importantes pour moi puis importantes pour la survie de la culture québécoise, qui est quelque chose qui m'empêche de dormir le soir, ben oui. Tu sais, sauf que ce chemin-là ressemble à quoi? Puis c'est quand, après quel refus du fédéral, après quel échec du fédéralisme canadien, est-ce que toi, tu serais prêt à faire, OK, check, on l'a essayé pour vrai, de bonne foi, c'est le temps de laisser notre blonde? Je pense que si on revient à l'analogie d'une espèce de table de négociation, là, ça va pas tout à fait être la blonde, mais moi, mon background est à New York, en haute finance, je veux dire, j'ai négocié des contrats. Si tu arrives à la table de négociation puis tu n'es pas prêt t'es incapable de dire non, tu n'es pas en train de négocier, tu es en train de supplier. De la même façon, si tu arrives à la table de négociation et tu n'es pas capable de dire oui, tu n'es pas en train de négocier non plus, tu es juste en train de perdre ton temps. Alors, je veux dire, si on s'assoit à cette table-là, puis on se jase, puis on a bien fait le travail, puis on explique, par exemple, oui, on veut un plus grand contrôle sur notre immigration. Oui, on voudrait que le CRTC fasse une zone d'exclusion pour le Québec, puis donne au Québec un pouvoir sur son territoire. On fait ensemble, c'est quoi l'ensemble de nos demandes, puis le Canada puis revient et dit non, en bloc. Ben là, je veux dire, on a essayé, là, ça n'a pas marché, on s'en va. Ce projet-là n'existe pas. Dans le sens, il n'y a personne qui propose ce projet-là. À ma connaissance, politiquement, il n'y a personne qui le propose présentement. Non? Fait que nous, on est en tant qu'électeurs. Puis là, mettons que je me dis, OK, Farnell m'a convaincu. Je veux donner une autre go au fédéralisme. Je vote pour Pablo Rodriguez, puis j'espère qu'il fasse ce travail-là. Je sais pas c'est quoi la réponse à ça. Alors que la réponse à l'autre question est simple quand même. Est claire. C'est de dire, OK, là, voici le chemin direct vers ce but ultime que j'ai qui peut prendre les deux formes qu'on a préétablies. C'est-à-dire une renégociation complète au fédéral ou l'indépendance du Québec intégrée avec... L'option de voter pour le Parti québécois ne mène pas à une négociation non plus. Non. Mène à quitter la table. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est la négociation avant. Alors, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'option politique présentement qui la propose. Je pense pas que dans l'absence d'une option politique qui propose une discussion, on devrait tomber par défaut à, alors on va prendre l'option qui est de s'en aller. Tu trouves pas... Puis quand je te disais tantôt que la disparition progressive de la culture québécoise m'angoisse au plus haut point et m'empêche de dormir, c'est vrai. C'est la chose qui me préoccupe le plus au monde. C'est pas pour rien que j'ai décidé de faire des TikTok en français et en anglais. Là. Moi aussi, j'y crois. Là. Moi aussi, c'est important pour moi. Et donc, selon moi, le temps presse pour cette protection-là. Puis si j'ai le choix entre un projet qui est concret,
et un projet qui n'existe pas et qui est dans le peut-être, je vais prendre le projet concret qui m'assure que le temps est compté. Puis le temps est compté pour vrai. Il suffit que tu... Puis on en a déjà parlé, ça fait quand même un bout qu'on a parlé de ça, mais il suffit que tu viennes à Montréal pour constater que le temps de la langue française au Québec est compté pour vrai. C'est clair. Mais c'est démontrer qu'il y a un recul. Là, c'est démontrer qu'il y a un recul, puis au quotidien, tu le vis. Puis, fait que si j'ai un projet qui n'existe pas, en me disant, mais là, je vais voter pour le non, pour rester dans le... Ou pour le non, mais même pour autre chose qu'un parti indépendantiste là, aux élections provinciales, juste parce que j'ai l'espoir que peut-être qu'on va se rendre jusqu'à une renégociation de toutes ces choses-là en bonne et due forme, comme tu expliques depuis tout à l'heure, puis ça fait du sens, tout ce que tu parles depuis tantôt. Mais si moi, je suis l'année prochaine en octobre, puis le temps presse selon ma perception, puis pas tout le monde qui peut être d'accord avec moi, mais on dirait que l'option d'attendre en n'ayant aucune certitude qu'il y a quelque chose qui va se passer pour un autre 4 ans, il me semble que c'est pas une option qui est valide pour moi dans la façon avec laquelle je vois le danger réel du déclin de la culture québécoise. Parlons de vouloir protéger la culture québécoise. Puis on reviendra au plan concret après, mais je veux dire, la culture espagnole recule en Espagne. La culture brésilienne recule au Brésil. On fait face à un phénomène mondial qui est l'homogénéisation de la culture états-unienne. C'est sûr que nous, on le regarde, puis on a des fois de la difficulté à faire la différence entre se faire assimiler au Canada anglais culturellement et se faire assimiler aux États-Unis culturellement. Ce qui se passe, je crois, c'est beaucoup plus qu'on se fait assimiler aux États-Unis culturellement, présentement. Je suis d'accord. Et je ne crois pas que la souveraineté telle qu'elle est proposée par le Parti québécois est une aussi bonne protection contre ce phénomène mondial-là qui vient des États-Unis qu'on le pense. Ça vient avec des avantages, certainement. On pourrait, par exemple, ériger des espèces de murs culturels qui sont un peu plus... Murs, c'est pas le bon mot. On pourrait ériger des membranes culturelles des infrastructures culturelles. On ferait payer les Ontariens pour le mur. Ouais, c'est pas du pas que je parle, puis je veux pas donner l'impression que je pense qu'on démonise qui que ce soit. Mais je crois que le phénomène du recul de la culture québécoise est juste l'aspect québécois du phénomène de l'homogénéisation culturelle mondiale. Et je crois pas que la souveraineté offre autant d'outils pour nous protéger que ça, qu'on n'est pas capable d'aller chercher ailleurs et autrement. Et je crois, là on va parler du concret, moi quand je regarde le plan du Parti québécois, je ne vois pas quelque chose de particulièrement concret. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui ont toutes sortes d'opinions différentes, mais je veux dire, si je te pose une question, par exemple, moi, oui, je veux protéger la culture québécoise, mais je veux aussi, les libertés fondamentales, c'est très important pour moi, la démocratie, puis là, je suis pas en train de dire que c'est des mouvements qui sont pas démocratiques ou quoi que ce soit, mais je suis quelqu'un qui est méfiant du pouvoir, en général, et je vois dans le plan actuel du Parti québécois une espèce de situation où on donne beaucoup de clés au pouvoir de façon très discrétionnaire entre les mains d'un petit groupe de personnes qui nous demandent essentiellement de leur faire confiance. Et ça, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai beaucoup de misère avec ça parce que je crains que ça mène à une situation où on pourrait faire des changements très rapides et très radicaux à la société québécoise qui fait en sorte que peut-être qu'on va encore parler français, mais peut-être que je ne reconnaîtrai plus la culture québécoise, la société québécoise non plus parce qu'elle va avoir tellement été changée par le fait qu'on ait donné tellement de pouvoir à un petit groupe de personnes. J'ai écrit un billet là-dessus il n'y a pas longtemps qui a eu beaucoup de réactions. Parce que je sais que le Parti québécois travaille sur des plans, sur un livre bleu, puis j'ai des super bonnes discussions avec des gens du Parti québécois là-dessus qui travaillent, je suis convaincu de bonne foi. Mais si on regarde les dernières tentatives, le dernier programme qui mène un référendum qui mène à la souveraineté, tous ces aspects-là, ce travail-là est essentiellement un travail académique qui ne va pas avoir une force légale, qui ne va pas avoir une force contraignante juridique ou même morale, parce que la question, c'est essentiellement est-ce qu'on veut faire un pays? Et le projet de pays, c'est de dire nous allons ensemble développer une constitution, mais faites-nous confiance, on va le faire une fois qu'on va avoir quitté le Canada. Ça, j'ai de la misère avec ça parce que ça concentre énormément de pouvoir entre les mains d'un petit groupe de personnes qui sont peut-être de bonne foi, mais je suis très méfiant de l'impact et de l'effet que ça peut avoir de donner beaucoup de pouvoir à un petit groupe de personnes. Je comprends. Mais tu sais, je pense que
pour le mouvement souverainiste, si on veut faire un pays, il faut que ça soit rassembleur, il faut que ça soit transpartisan. Il faut que le mouvement souverainiste soit pas juste une affaire d'un parti, il faut que ce soit l'affaire des souverainistes qui votent aussi pour la CAQ, des souverainistes qui votent aussi pour Québec. Il faut que ce soit l'affaire aussi de le 50% moins 1 des fédéralistes qui vont peut-être pas être d'accord 100%, aussi. Tout à fait. 100%, sauf qu'il faut au moins rallier tous les souverainistes ensemble. Puis je pense que si on jette trop les bases de on veut faire un pays, mais non seulement on veut faire un pays, mais on veut qu'il soit comme ça, puis c'était un peu le souverainisme à la Québec solidaire, là, qui était prôné, qui était comme on veut faire un pays, mais on veut faire un pays de gauche, on veut faire un pays de telle manière. Ouais. Moi, j'embarque pas là-dedans. Là. Je veux dire, je suis d'accord avec, par exemple, Ossan qui disait le Québec, si un jour il devient souverain, va avoir des gouvernements à gauche. Ça, je suis confortable avec ça. Mais je pense que la critique qui ressort souvent, c'est que c'est souvent utilisé comme une arme de dire « Ah, ben c'est pas assez détaillé ». Tu peux toujours dire que c'est pas assez détaillé. Ouais. Puis là-dessus, je pense qu'il y a une question de bonne foi qu'il faut reconnaître des deux bords, mais je veux dire, la Constitution des États-Unis rentre sur une page. Là. Je comprends. On n'en demande pas gros. Ouais. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que si on jette trop les bases de l'idée du PQ, d'un Québec du PQ, on va perdre du monde. Puis je pense que faut du moins, premièrement, s'entendre sur on veut-tu un pays ou non. Puis après ça, il va y avoir différents gouvernements, certains plus à gauche, certains plus à droite dans ce pays-là, puis on va raffiner notre... Mais est-ce que tu crains que, si justement on donne les clés à un groupe de personnes de développer le système étatique qu'ils veulent, ils pourraient piper les dés pour avoir la forme de société qu'ils veulent? Moi, c'est pas une crainte que j'ai, considérant que... en fait, tout va être dans la façon avec laquelle c'est fait. Puis je pense que si le Parti québécois... Le Parti québécois, c'est pour moi vraiment un vaisseau vers l'indépendance, là, plus qu'un parti avec lequel je m'attache particulièrement. Je pense que peut-être que je suis probablement plus proche de Québec solidaire que je suis du Parti québécois dans mes idées profondes. Sauf que le chemin vers la chose qui m'est le plus important, c'est le Parti québécois en ce moment, c'est le Parti québécois qui l'occupe. Et je pense que si le Parti québécois rentre au pouvoir, leur travail dans les prochains 3 ans, ça va être de nous expliquer clairement comment ça va se faire. Puis je pense que... Et moi, j'ajouterais, pas juste l'expliquer, le solidifier. Oui, clairement. S'assurer que si un jour on se ramasse à un référendum, la question référendaire, ça va être le plan. Ouais. Oui. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, puis je pense que ça va être leur travail de le faire. Puis je pense que après ça, est-ce qu'ils c'est les personnes pour le faire? Ben, on va le voir. Okay. Ben, je veux dire, on se rejoint là-dessus. Ouais. Moi, c'est juste que j'ajoute l'étape avant, que j'aimerais avant de définitivement se relancer dans réessayer de quitter, qu'on se relance à réessayer de négocier. Oui, je comprends. C'est sûr que ça prend ça prend un pare-feu, ça prend quelque chose qui dit que le gouvernement peut pas juste faire on est un pays, puis maintenant, by the way, on est un gouvernement autoritaire. Maintenant, voici la ministre de la Culture, Mathieu Bock-Côté. C'est comme non, merci. Je pense pas que ça va être ça l'intention. Mais je me méfie de l'hommerie. Exactement. Puis donner autant de clés de pouvoir, tu peux prendre un saint puis lui donner le pouvoir absolu, puis il va devenir un diable. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'inquiète. Mm-hmm. Je comprends. Ouais. Bonne discussion sur l'indépendance. Je suis content. C'est rare qu'on a des débats de fond. On s'en fait le podcast quand même de... Ben moi, ce que j'aime, c'est de réaliser que genre sur 85% des choses, on se retouche. Là. Alors, là. Mais tu sais, je veux dire... Mais c'est ça, ça revient à ce qu'on disait au début quand on parlait de ta structure de vidéo. C'est ça pour tout dans la vie. Tu sais, puis... Des fois, tu parles de... Puis là, je vais prendre un exemple vraiment drastique, mais tu parles quand même, pas souvent, mais des fois, tu parles de masculinisme. Puis, je veux dire, le discours masculiniste, là... J'aime faire une différence entre le masculinisme et le masculinisme radical. Parce que je veux dire, moi, je me considère confiant, puis je pense qu'être un homme, c'est une bonne chose, puis j'ai pas honte de ça. Là. C'est juste, je me vois pas dans les discours de domination masculine. Mais mettons Julien... Bournival, tu sais. Mettons qu'on prend
la liste des choses dans son raisonnement. Là. Probablement que jusqu'à 75%, on est d'accord. Ben, il parle d'aller au gym, absolument. Il parle de bâtir sa confiance en soi-même. Super. Il parle de prendre soin de son corps. Oui, il parle de prendre soin de ses finances. Absolument. C'est juste, je vais pas... Aimer sa femme, sa famille, c'est comme la drive entrepreneuriale. Tout ça, c'est comme oui. C'est... Ta blonde, elle sort pas d'un bar. C'est comme... Pourquoi t'as rajouté ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est quand tu réalises que même avec le monde que tu penses que t'es le plus loin que tu peux être, ben il y a à peu près 75% des choses que t'es en accord. Ouais. Par contre, dans des cas, mettons lui, je veux dire, mais mettons qu'on prend des cas extrêmes à la Andrew Tate, c'est sûr qu'il y a aussi il y a une affaire de lure le monde avec un discours avancé. Puis de faire accroître, de faire miroiter des belles valeurs. Puis après ça, quand t'es as gagné, ben là, de un, t'es fait payer, puis de deux, tu leur sors toutes les affaires les plus extrêmes. Là, Fait que, mais oui. Mais j'ai écouté ton vidéo que s'adresse à ton neveu. Là. Ouais. C'était vraiment super touchant. Puis, mais je me demandais, dans le fond, qu'est-ce qui t'interpelle? Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est un mouvement qui est quand même inquiétant, là, mais pourquoi t'avais ressenti le désir de faire cette vidéo-là? Parce que j'aime mon neveu. Ouais. C'est vraiment, c'est pas plus compliqué que ça, là. Si je passe mon temps à c'est une petite... Mais j'en fais quand même des vidéos sur le masculinisme radical pour plusieurs raisons, mais la première d'entre elles, je me fous de toutes les autres personnes qui vont voir cette vidéo-là. Mais un jour, mon neveu va scroller puis va tomber sur une vidéo. Puis j'espère qu'il va tomber sur le mien en premier. Ouais. Ou j'espère qu'il va éventuellement tomber sur le mien. Puis j'espère que lui, il va venir me voir puis on va pouvoir s'en parler, homme à homme. Dans toute la nuance qui apparaît pas dans une vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, dans toute la réalité pratique que tu peux pas recevoir de quelqu'un derrière un micro. Genre. Alors, c'est vraiment juste ça. Je suis en train de instrumentaliser les 200 000 abonnés que j'ai dans l'algorithme pour s'assurer qu'au bon moment, il y a les meilleures chances possibles que mon neveu va voir ça puis va, j'espère, venir me parler pour que lui, il tombe pas là-dedans. Parce que, tu sais, moi, je suis chanceux, ça n'existait pas, mais il y avait, tu sais, moi, je suis rentré dans l'adolescence au début du monde des pick-up artists puis les men's rights activists. Le monde qui est éventuellement devenu les red pill puis les incels puis toute la cochonnerie que c'est aujourd'hui. C'était moins pire à l'époque, mais j'ai passé des années de ma vie à croire que tout ça, c'était bon. Là. Ça m'a pris longtemps à réaliser que c'était de la foutaise puis que ça faisait juste me rendre misérable. Puis que c'était juste des gens qui essaient de me vendre des livres, puis des formations, puis du coaching en dating, genre. Mais à pouvoir, si je pouvais reprendre ces années-là, j'aimerais bien le faire. Si je peux éviter de perdre ces années-là à mon neveu, j'aimerais bien le faire aussi. Puis je réalise aussi que de plus en plus, cette réalité-là mène à une forme de violence, d'abord contre soi-même, et ensuite, potentiellement, si ça dérape, contre d'autres personnes. Puis je veux vraiment pas ça pour mon neveu. Je me souviens du mouvement Pick-up Artist, tu sais, je sais pas si on était, tu sais... Hey, The Game, j'ai encore une copie de The Game, genre, oui. Mais tu vois, moi, j'avais des amis qui étaient là-dedans, puis tu sais, c'était présenté de manière un peu, tu sais, inoffensive, là, de genre, c'est une manière de cruiser, puis avec des techniques, puis là, on fait ça, puis là, tu sais, on dirait rapidement, tu sais... je pense qu'on avait déjà un esprit critique un peu développé à cette époque-là. Puis là, rapidement, c'est comme... Tu sais, c'était des techniques de cruise, mais qui impliquaient le mensonge. Ouais, éventuellement, des techniques de cruise, genre, t'arrives avec une grosse cloche pour faire parler le monde. Cool. Ouais. Une technique de cruise où tu fais du negging. Je commence à avoir de la misère avec ça. Non, c'est comment ils appelaient ça? C'était pas un kino, genre, que tu touches? Ouais, c'est ça, que tu fais juste beaucoup de contacts physiques. Genre, comme si c'était non sollicité. Exactement. Des contacts physiques non sollicités avec la fille dans le bar. Mais tu sais, juste le fait que c'est nullement répréhensible, le fait de mentir à quelqu'un dans le but de coucher avec cette personne-là. Là, c'est quand même... Puis là, à un moment donné, je me suis d'avoir eu un genre de moment de comme... T'as peu, là, tu sais, ça peut pas être correct, ça, là, tu sais. Non seulement c'est pas correct, ça marche pas. Non plus. Tu sais, moi... Essayez même pas, ça marche pas. Même si t'es un être... J'ai tellement essayé fort. Je vais regarder, moi, même si t'es un être humain de marde, puis tu t'en fous du bien-être des gens autour de toi, que tu veux juste coucher avec des filles, ça marche pas.
Ouais. Être une bonne personne, au final, ça a plus de succès. C'est bizarre. C'est weird comment ça marche. C'est comme si on avait eu des centaines de milliers d'années de processus évolutifs pour apprendre une réalité sociale intégrée à nous-mêmes qui maximise et qui optimise nos relations avec nos autres personnes. C'est donc bien weird, ça! Ah, je le sais, ça m'écoeure. Mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais, d'avoir été intéressé à ça, je comprends aujourd'hui aussi les jeunes hommes qui entendent Andrew Tate, puis qu'il y a certains... Parce que c'est tellement simple, puis c'est tellement facile. Ouais, quand ça marche pas, ben c'est parce que t'as pas essayé assez fort. Il y a quelque chose d'attirant là-dedans, puis il y a quelque chose de... Juste de se faire dire que je sais pas, que c'est correct, que t'es bon, que t'es genre que t'es supérieur, que t'es... Je comprends pourquoi quelqu'un a le goût d'appartenir à ce groupe-là, parce que c'est comme valorisant, parce que c'est comme donc ben hot être un homme. Là, ça te donne un sentiment de empowerment au tout début qui va te donner un boost pour après ça, justement, peut-être essayer des choses, sortir un peu de ta zone de confort, puis ça, c'est le fun. Puis là, quand ça marche pas, puis là, t'as des gens qui vont juste te gueuler après, qui disent c'est parce que t'es pas assez un homme, t'es pas assez viril, t'es pas assez alpha, ben éventuellement, tu le tournes contre toi-même. Puis quand il y a plus rien en toi, tu le tournes contre d'autres personnes. Puis là, tu t'en tout seul. Ouais. Ah, c'est clair. J'avais une discussion avec une amie, Paisy d'ailleurs, qui parlait. Elle a fait un extrait de podcast parce qu'elle a commencé en disant qu'elle préférait être lesbienne dans le monde dans lequel on est. Puis moi, je repensais à moi comme 16-17 ans, mettons, quand que j'étais pas du tout abouti, puis ma confiance en moi était en train de se construire, puis je me disais, comment j'aurais reçu, mettons, ce message-là en tant que jeune homme. C'est rough, ça, quand même, recevoir ça. Comment j'aurais reçu ça alors que j'étais en train de me former, puis comment est-ce que... mettons, tu reçois ça d'un côté, puis là, l'autre côté, justement, t'as les mouvements, t'as quelqu'un qui te dit, hey, genre, t'es de shit. De l'autre côté, les autres sont comme, viens, t'en ici, c'est dans la gang, tu sais. Puis après ça, je voulais pas lui dire qu'elle faisait pas bien de dire ça. Parce son que sentiment était valide. Est valide, mais j'essayais de réfléchir à comment réconcilier ces deux choses-là qui existent, de comme, ben, je comprends pourquoi elle dit ça. Parce que tu ouvres la télé, puis toute la marde qui arrive, c'est des hommes. Tu sais, toute la marde qui arrive, c'est des hommes. Tout le monde qui font qui tue du monde, le monde qui tue leur conjoint, c'est des hommes. C'est des hommes. Fait que je comprends. Je comprends absolument. Puis, sauf que de l'autre bord, je me dis, OK, mais de dire ça, qu'est-ce que ça fait pour les jeunes qui se cherchent? Mais en même temps, c'est pas son problème à elle que les jeunes se cherchent. Ouais, je pense. Fait que, tu sais, c'est comme, après ça, OK, fait que là, c'est moi, dans le fond, qu'il faudrait qu'ils fassent un peu l'équivalent puis qu'ils disent aux gars, OK, mais là, un peu comme t'as fait, de faire, ben là, c'est correct qu'elle dise ça, mais prenez-le pas contre vous autres. Puis la place que j'occupe dans ce... Quelle est ma place, dans le fond, dans cette espèce de discussion-là complète? Je l'ai pas trouvée, puis j'y réfléchis, puis je la trouve comme pas, on dirait. Moi, je pense que c'est nous d'être les meilleurs d'abord de se voir en tant que modèle de masculinité pour les autres qui vont nous regarder. Tu sais, veux pas, ce podcast-là va être écouté par plein de gens, il va être recoupé en clips qui vont être partagés par plein d'hommes. Je comprends que si les seules deux options qui sont disponibles à, disons, un jeune homme de 12, 13, 14 ans sont quelqu'un qui dit, ben, je suis content d'être une lesbienne parce que les hommes, c'est toute de la merde. Et puis, quelqu'un qui dit, ben, un masculiniste radical qui dit, toi, t'es hot, toi, t'es cool, toi, t'es bon comme t'es, viens-t'en vers moi. C'est sûr, il va là. Ouais. Nous, on a une responsabilité d'être aussi quelqu'un qui dit, écoute, je t'aime, puis je te reconnais, puis je te valide, puis toi, en tant que jeune homme, t'es une bonne chose, t'es une belle chose, t'es une chose qui a de la place, qui a une responsabilité, qui a toutes sortes de belles choses à venir. Et aussi, il va falloir qu'on se parle de tes responsabilités humaines. Il va falloir qu'on te donne un modèle à toi de comment être un homme qui est pas dans l'irrespect et la domination, mais qui est aussi pas en train de se virer contre et de constamment recevoir, d'interpréter des plaintes comme des attaques. Et
ça m'a pris longtemps à réaliser que moi, j'étais capable de jouer ce rôle-là. Puis quand je l'ai réalisé, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus parce que, tu sais, je le constate. Une chose que j'ai fait à un moment donné, bon, à vrai dire, il y a comme un moment de déclic, tu sais. Je suis allé à l'école primaire de mon neveu, qui est l'école primaire où moi, je suis allé quand j'étais jeune, faire du bénévolat parce que j'avais du temps libre à la bibliothèque. Et tu sais, je rentre, puis là, je vois le babillard de tout le staff de l'école. Sur une quarantaine de staff, il y avait 2 hommes. Il y avait le concierge puis le coach. C'est le gros stéréotype. Mais ça veut dire que l'enfant qui arrive, qui commence au secondaire, mettons qu'il a 12-13 ans, ces modèles masculins, il n'y en a eu qu'une fraction que les modèles féminins que les jeunes filles vont avoir eu. Ouais. Alors, quand il va chercher des modèles masculins, il va avoir beaucoup moins de variété, beaucoup moins d'ouverture, de possibilités. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller sur Internet, puis le premier modèle masculin qu'il voit, ça va être ceux qui font le travail de se présenter devant eux, dire « Viens vers nous, viens vers moi, je veux te guider dans ta masculinité. » Je pense que nous, on a la responsabilité d'offrir aussi des modèles de ce genre-là qui cadrent à l'intérieur de valeurs sociales un peu plus positives. Très intéressant. Vraiment. C'est inquiétant quand même ce qui se passe parce qu'on sent quand même une genre d'ambiance de cassure, de schisme entre les sexes en ce moment, puis encore plus aux États-Unis. Ouais, ça se voit dans les intentions de vote. C'est vraiment ça, c'est démontré là, que les jeunes, avant, la cassure était plus générationnelle. Souvent, les jeunes étaient plus progressistes, puis souvent les plus vieux, plus conservateurs, puis tout ça. Puis là, il y avait ce genre de tension-là entre les groupes d'âge, finalement. Mais maintenant, en tout cas, du moins aux États-Unis, puis tu sais, on parlait d'hégémonie états-unienne, mais tu sais, même on dirait que l'ambiance politique américaine transpire partout. Ben oui, c'est ça, tu sais, par osmose, elle rentre dans le discours aussi au Québec, mais tu sais, que justement, que les jeunes hommes aux États-Unis soient super pro-Trump, puis que les femmes soient progressistes, puis soient démocrates, c'est quand même capoté, là, tu sais, que c'est les mêmes, c'est les frères et sœurs, c'est les chums blondes, c'est la même génération, puis que là, la fracture soit entre les sexes, c'est capoté, tu sais, puis au final, j'ai l'impression que la fracture est bien plus, puis devrait bien plus être... T'as ceux qui veulent une société plus juste, puis qui travaillent activement vers une société plus juste, plus égalitaire entre les sexes, mais entre toutes les personnes. Puis t'as ceux qui travaillent dans l'autre sens, tu sais, puis genre... Mais je pense qu'il faut être capable d'inclure tout le monde dans le mouvement des gens qui veulent que le monde soit plus égal, tu sais. Ouais. Puis faire genre, hey, c'est cool ici aussi, tu sais. Ouais. C'est cool ici, viens-t'en dans notre gang du monde qui sont pour l'égalité, mettons. Ouais. Là, pas faire genre, toi, tu fais partie du problème, va-t'en dans, viens pas ici, tu sais. Puis, exemple, tu sais, je pense, je suis vraiment pas en train de dire que c'est la faute à Paisy ou que c'est la faute des féministes si les gars s'en vont l'autre bord. Je pense qu'il y a le discours de l'autre côté, il est séduisant, puis quand que, justement t'as moins d'expérience, moins de modèles, moins d'esprit critique affûté, peut être vraiment séduisant, justement, mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi séduisant de l'autre côté en faisant genre, hey, c'est vraiment cool ici, puis allez, viens, on est bien. T'es bienvenu ici aussi. T'sais. Juste à la limite, genre, dire aux jeunes hommes, c'est correct que t'es un gars, là. On a besoin de masculinité dans notre société aussi, puis masculinité, peu importe comment tu veux la vivre et l'explorer, genre, on va t'appuyer, puis il y a de la place pour toi, puis non seulement il y a de la place pour toi, tu sais, si tu te développes et tu le fais au meilleur de tes habiletés, on va te faire de la place. Puis ça, il y a comme pas de discours pour ça présentement. Ouais, c'est ça. Mais tu parlais, j'ai un peu divagué, excuse, mais tu parlais de vouloir rallier tout le monde à une vision commune. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la plupart des gens qui se voient tomber dans ce qu'on peut de plus en plus appeler une espèce de mouvance proto-fasciste. Je suis sûr qu'eux se lèvent le matin en se disant, j'essaie de rendre le monde plus juste. Ouais. Et il faut aller les chercher d'eux-mêmes. Tu peux pas aller les chercher en criant après puis dire arrête d'être un fasciste, ça marchera pas. Il faut les écouter. Pourquoi ils pensent que le monde est injuste? Puis pourquoi est-ce qu'ils pensent que l'approche dans laquelle ils s'embarquent va rendre le monde plus juste? Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup une dichotomie entre une vision de collaboration sociale puis une vision de relation de pouvoir à l'intérieur de la société. Et que ceux qui se lèvent en se disant « Moi, je vais rendre le monde plus juste en
en envoyant l'armée dans les villes, eux, ils se disent, ben, ce qui manque pour avoir de la justice, c'est la domination du groupe auquel j'attribue la justice. Et si ça fait des années que tu te sens sous le joug d'une injustice à laquelle tu n'as aucun pouvoir et que tu n'écoutes pas, c'est pas un point de vue qui est invalide. Alors, il faut le reconnaître, ça aussi. Puis après ça, essayer de rallier les gens à dire, OK, il va falloir qu'on t'écoute. Puis ça, c'est vraiment tough. Puis c'est super difficile pour quelqu'un qui est dans des mouvances, qui est dans ses propres chambres à écho. En plus. Où tu sais, on va parler, par exemple, d'intersectionnalité puis des choses qui sont super développées puis super importantes, mais tu peux pas parler d'intersectionnalité à quelqu'un qui a besoin de couches. Ouais. Tu peux pas aller cogner à la porte d'une électrice, d'un électeur qui se fait voler ses heures de son 2e shift par son boss puis qui peut rien faire, puis dire, nous avons un plan en 12 points pour rendre le monde plus féministe et intersectionnel. Tu peux pas commencer là. J'ai l'impression que comme il y a un bris dans le milieu à quelque part, il y a personne qui essaye de rencontrer ces gens-là sur leur terrain. Je comprends. Rentrer chez un républicain pour dire que son steak est spécisme. Ça marche, spéciste, c'est ça, c'est peut-être pas rendu là, la conversation. C'est une excellente façon pour s'assurer que cette personne-là te slam la porte au nez. Là. Ouais. Puis, t'es pour le droit des femmes, mais tu devrais aussi être pour le droit des animaux. Puis là, c'est comme ça, tu viens brouiller la conversation. Il faut prendre les gens où ils sont pour les amener où tu voudrais qu'on soit tous. Tu peux pas crier à des gens, dire ben c'est de ta faute, éduque-toi, puis viens me voir tout seul. Ça marchera pas. Mais mais c'est tough après ça pour... c'est tough pour les gens de faire ce chemin-là. Mettons, je reprends encore justement Paisy, son exemple, c'est comme pour elle de faire, ben là, moi, je vais aller prendre par la main les jeunes garçons pour les amener jusqu'à ma réflexion. C'est pour ça que je pense que la responsabilité tombe sur travail à elle, exact, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, puis je le reconnais, puis souvent on me demande comment tu fais pour rester aussi patient devant. C'est parce que pour moi, la menace n'est jamais existentielle. Exactement, c'est moi, ça. Regarde-moi à face, il y a personne qui remet mon droit d'exister dans la société en question. Alors, quand on me lance des points de vue qui sont, je pense, encore une fois, généralement de bonne foi, mais avec lesquels je suis désaccord, ben, on n'est pas en train de remettre mon existence en question. Et on est des êtres humains, on est des animaux sociaux. On est programmé par nos cerveaux pour voir quelqu'un qui dit ben, je te rejette comme étant une menace à notre survie, parce que notre survie dépend toujours de notre acceptation par le groupe. Moi, je ne le subis pas comme une menace à ma vie. Je le subis comme un argument avec lequel je peux m'engager. Et c'est pour ça que la responsabilité tombe sur, je pense, les gens comme nous, de faire un gros bout de ce terrain-là, parce qu'on n'a pas un fardeau émotionnel additionnel à apporter. Oui, exact. La difficulté, c'est comme de la reconnaissance de nos privilèges, par exemple, là, en tant qu'homme blanc, hétérosexuel dans la société. Là. Je veux dire, il y en a, puis ils sont indéniables. Puis, tu sais, quand tu regardes les statistiques, c'est démontré. Puis quand tu regardes aussi, mettons, on parlait plutôt ce que les hommes sont responsables, justement, les féminicides, puis tout ça. Ben, je te lance tout de suite parce que je pense que je juste jouer le rôle de la personne qui a écouté d'autres personnes d'un point de vue opposé. Tu sais, 4 fois plus de suicides, les hommes. C'est ça, vous l'avez déjà entendu. Vous voyez où est-ce que je m'en vais. Tu sais, c'est l'incarcération. Exactement. Alors, les jobs plus difficiles. Il faut être capable, d'un côté, de reconnaître que c'est pas... S'il y a un équilibre, c'est pas toutes les pierres d'un côté. Et si tu dis à quelqu'un que non, il n'y a jamais de désavantage à être un homme dans la société, il va te regarder et va te dire, ben voyons donc, là, il vient de décrocher. Alors, il faut faire le travail de voir l'ensemble de l'équilibre là-dedans. Oui, 100%. Je veux juste faire une mini-parenthèse. J'ai dit les jobs les plus difficiles, je voulais dire dangereux. C'est ça l'argument. Loin de moi, avant de... Les femmes qui font des jobs extrêmement difficiles, c'est pas ça le... Mais, tout à fait. Je veux dire, il y a aussi puis après ça, c'est parce que, tu sais, il y a le collectif puis l'individuel aussi. Il y a ces deux niveaux-là. Puis je veux dire, on peut reconnaître que collectivement, par exemple, les hommes blancs peuvent être avantagés, mettons qu'on pèse le net positif puis le négatif d'être un homme blanc dans la société, mettons. Ou que peut-être que c'est peut-être une interaction peut-être un peu plus complexe que ça, dans le sens où si tu es un homme, tu as accès plus facilement à certains points, mais qui sont quand même extrêmement difficiles. Oui. Alors, tu sais, Mais je te comprends, excuse-moi. Mais tout ça que je veux dire, c'est qu'il y a les deux niveaux, puis des fois,
peut-être que je l'exprime mal, mais tu sais, que c'est pas parce que les hommes blancs, par exemple, ont certains avantages, ont des privilèges, que je devrais naître coupable de ça, puis me sentir coupable de ça toute ma vie. Puis si je... C'est pas de ta faute que t'es né un homme. Là. Ben, dans le sens, c'est ça. Là, on décide pas de notre couleur de notre peau, de notre orientation sexuelle. T'as rien fait de mal la façon que t'es né. Ben, exact. Fait que là, après ça, comment je peux participer positivement à la conversation citoyenne pour essayer de rendre le monde plus juste, puis peut-être utiliser ces privilèges-là dans ce sens-là. Mais après ça, je pense pas qu'il faut non plus se taper sa tête puis se dire « Je suis donc bien mauvaise personne, je suis un homme blanc, puis lui, c'est donc bien mauvaise personne, c'est un homme blanc en partant. » Je pense pas que c'est productif de faire ça, puis de pointer l'individu pour le macro, pour le collectif. Je veux dire... Ouais, ça aussi, je suis d'accord. Pointer, je sais pas, là, tu sais, une petite fille américaine blanche de 7 ans, puis dire c'est ta faute, l'esclavagisme, c'est comme, non. Elle en profite encore à ce jour, mais je veux dire, est-ce qu'il faut qu'elle vive avec le fardeau de cette histoire-là? Il faut en être conscient. En tout cas, c'est complexe. L'espèce d'autoflagellisation individuelle pour une responsabilité collective, j'y crois pas. Là. Mais je suis d'accord. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des instances, des groupes qui poussent un peu ce genre de philosophie-là, puis je pense que ça, c'est une erreur. Mm-hmm. Tu traites souvent de sujets d'actualité chauds, de sujets chauds et non l'actualité qui est chaude, j'aurais pu dire. Je suis curieux de t'entendre sur comment est-ce que tu gères les commentaires puis les controverses que ça peut créer, puis pas ce que tu dis qui crée des controverses, mais les vagues que ça peut faire, les réactions de tes différents sujets que tu abordes, en fait. Ouais. Je me souviens, avant que je commence à être actif sur les médias sociaux, entendre d'autres personnes, des vedettes, décrire comment c'est difficile de gérer la critique. On dirait que je vois où ça s'en va. Genre, j'étais comme, donc, t'as juste à fermer ton téléphone, t'as juste à pas les écouter, c'est de la boîte, t'as juste à arrêter si tu veux pas. Mais le cerveau humain n'est pas fait de même. Ça revient un peu à ce que je disais dans le sens où on est des animaux créés pour associer notre acceptation par le groupe à notre survie continue. Notre cerveau n'est pas conçu pour recevoir 5000 insultes puis de gens qui disent « t'es une merde puis je suis pas d'accord puis t'es un cave » et ne pas le voir comme une menace à notre survie. Alors, c'est tough faire ça. C'est vraiment tough. Dire juste ferme ton téléphone, va te coucher. Non, notre cerveau fonctionne pas de même. C'est comme dire à quelqu'un va te coucher pendant que tu penses que ta maison va te tomber sur la tête. Genre, il va pas dormir. On n'est pas fait de même. L'approche à laquelle moi je suis arrivé, c'est que je ne permets pas aux commentaires positifs de venir me chercher émotionnellement non plus. Ouais, c'est ça. Et faut que tu choisisses que tu prends les commentaires en considération ou non, at large. C'est ça, parce que je le réalise, je veux pas parler pour le cerveau de tout le monde, mais moi, j'ai pas la capacité émotionnelle, cognitive de faire la différence entre 35 000 usagers anonymes différents avec des noms différents. Pour moi, c'est tous les commentaires. T'sais. Les commentaires, c'est comme une personne. Ouais. Et si je permets à cette personne-là de me faire du bien émotionnel, si je lui ouvre la porte à mon core émotif, ben cette porte-là reste ouverte quand on m'envoie des messages de merde. Alors, intellectuellement, j'apprécie, je suis reconnaissant des gens qui m'envoient des messages d'appui, mais je ne leur permets pas de me faire du bien émotif, puis c'est la seule façon que je suis arrivé à me protéger de tout le mal qui peut venir aussi. Puis je suis pas parfait là-dedans, puis des fois, genre, moi aussi, ça m'arrive régulièrement de genre être jusqu'à 2h du matin en train de refresh les commentaires parce qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec quelque chose que je dis, puis ils pensent que je suis une mauvaise personne. Ah ouais. Mais justement, puis pour faire le pont entre cette question-là puis le sujet d'avant, il y a fait, puis là, je veux pas mal paraphraser ce que tu as dit, mais tu sais, il y a une vidéo justement sur le masculinisme où tu dis, tu sais, le masculinisme prône l'entraînement, puis avoir un corps parfait, puis prône l'entrepreneuriat, mais ton corps va être beaucoup plus décidé par la génétique. Dire que c'est le hasard. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Le succès en affaires, c'est beaucoup plus une question de hasard. En tout cas, puis là, je veux pas mal paraphraser, mais parce que tu as fait une réponse, justement. Fait que là, clairement, les commentaires ont affecté
difficulté? Ou Ben, du moins, des fois, t'as généralement, c'est parce que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal compris. je veux pas dire je vais pas mettre le fardeau sur eux, qu'ils ont mal compris. Ou tu t'es mal exprimé. La façon que j'ai choisi mes mots porte à une interprétation qui n'était pas mon intention. Alors ouais, dans ce cas-là, je vais rectifier juste pour essayer de me reprendre. Des fois, je le fais pas parfaitement. Des fois, ça paraît que je suis un peu tiqué, puis je veux dire, je suis un être humain comme tout le monde. Là. Ça m'arrive des fois de juste déliter une vidéo parce que je réalise, celle-là, je voulais juste rentrer dans quelqu'un ou je voulais répondre à quelqu'un parce que je voulais implicitement le traiter de cap. J'aime pas faire ça. Mais ouais, ça. Alors oui, ça m'affecte encore, mais je pense qu'il y a de la place pour te dire, je me suis mal exprimé. J'ai été mal compris. C'est mal sorti. Il y a beaucoup de gens qui interprètent pas la chose que j'ai dit de la façon que je croyais l'avoir dit ou de la façon que je pense l'avoir dit. Je prends pas tout le fardeau sur moi-même non plus. Là. Des fois, il y a des gens de mauvaise foi qui intentionnellement veulent comprendre ce que je dis de la pire façon possible, mais il y a un entre-deux à faire. Puis, alors, ça m'arrive de me reprendre. Ouais. Mm-hmm. C'est quoi qui avait choqué le monde tant que ça dans cette occasion-là? Si je pourrais reprendre l'idée, il y a toujours un élément de hasard au succès dans notre vie. Puis quand je dis ça, il y a des gens qui entendent, c'est le hasard qui détermine le succès dans notre vie. Puis je ne crois pas que c'est le cas. Il y a une idée que j'ai développée quand j'étudiais en droit, parce qu'on m'invitait souvent à parler aux étudiants en première année qui avaient un peu de difficulté ou qui avaient de l'anxiété. C'est des gens hyper performants, mais qui sont très anxieux généralement. C'est que dans la vie, tu as essentiellement, c'est comme si tu avais 2 dés. Il y en a un que tu contrôles. Ça, c'est tout ton effort, toute ta préparation, tout le mérite que tu as rentre dans ce dé-là. Puis si tu rentres généralement, c'est dans le contexte d'un examen, mais on peut étendre à n'importe quoi. Alors, si tu rentres dans ton examen, puis tu as bien fait tout ton travail, tu as bien fait tes études, tu t'es préparé. Ou si tu arrives dans la vie, puis tu as un obstacle, puis tu es allé au gym, puis whatever. Tu as tout fait la préparation possible, tu rentres ce dé-là, tu es à un 6. Peut-être que tu es à un 5 parce qu'on n'est jamais totalement parfait dans notre préparation non plus. Mais tu as fait les efforts, tu as un 5 ou un 6 sur le dé que tu contrôles. Puis il y a le dé que tu ne contrôles pas. Mm-hmm. Ça peut être que tu arrives, puis la question que tu n'as pas étudiée parce que obligatoirement, tu n'es pas capable de tout faire, n'est pas bonne. Ou tu avais un méchant mal de tête quand ça a été expliqué, puis tes notes n'étaient pas parfaites. Alors même si tu as fait la révision parfaite que tu pouvais, tu n'étais pas capable. Ou tu as juste vraiment mal dormi la veille, ou 1001 choses qui font qu'au moment de l'examen, tu roules un 2. Si tu t'es préparé à un 6, tu roules un 2, puis l'examen avait besoin d'un 9 pour passer, tu coules. Mm-hmm. Puis c'est poche, puis ça veut dire que peut-être que quelqu'un qui a préparé un 3, mais il a roulé un 6, va te battre. C'est sûr que c'est toujours à ton avantage de te préparer le plus possible, de contrôler le dé que tu peux de la meilleure façon possible, mais dans un monde compétitif où tout le monde, ou pas tout le monde, mais dans un monde compétitif où plein de gens font énormément d'efforts et de travail pour se préparer, pour contrôler le dé qu'ils peuvent, le gagnant va souvent être déterminé par des facteurs de hasard. Ouais. Puis quand je dis ça, je comprends surtout les personnalités d'entrepreneurs, par exemple. J'en connais beaucoup, j'ai moi-même été entrepreneur. C'est des gens qui ont tendance à se remettre sur eux-mêmes la responsabilité pour tous leurs résultats. C'est une force de caractère faire ça. Et je salue les gens qui vivent leur vie avec cette approche-là parce que c'est des gens qui vont prendre des défis que d'autres personnes n'auraient peut-être pas pris. Mais malgré ça, ces gens-là aussi ne peuvent pas en venir à s'aveugler à l'effet du hasard des fois, de la bad luck que tu contrôles pas. J'avais cette conversation-là pas plus tard que la semaine passée avec 2 amis. Puis c'était même pas en lien. J'ai vu ta vidéo après cette conversation-là. Puis mon point, c'était que souvent, on sous-estime à quel point le hasard est important dans un succès entrepreneurial. Ouais. Moi, mettons, j'ai 2 entreprises. Je pense que les 2 peuvent être considérées comme un succès. Puis j'attribue beaucoup de hasard à ces 2 affaires-là. Vraiment, là. Tu sais, le Sans-Fil, puis ce que le studio est devenu, là, beaucoup de hasard dans le timing, beaucoup de hasard dans les invités qui répondaient oui par hasard, beaucoup de hasard. Daniel Bélanger nous a écrit, là. Ouais. Genre, tu sais, c'est tombé du ciel là, sur notre podcast. Puis oui, on avait construit le podcast, puis tout, on s'était assuré que d'avoir notre D6 le plus avancé qu'on peut contrôler, possible. Je veux dire, on l'a contrôlé le mieux qu'on pouvait. Mais il y a tellement de hasard dans l'entrepreneuriat. T'envoies un email à quelqu'un, puis il a fermé son laptop 5 minutes avant que tu l'envoies, il le voit pas pour 3 jours, 4 jours, il revient, il y a 57 autres messages, il le voit pas.
Ouais. Tu peux pas contrôler Exactement. ça. Tout l'effort au monde ne peut pas contrôler ça. Exact. C'est vraiment une bonne façon de l'expliquer, je trouve, puis de le comprendre. Puis moi, tu sais, j'ai l'impression que le sport, nous, on a fait du sport de compétition, là, tu sais, plus jeune, puis PH a continué beaucoup plus longtemps, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on comprend assez vite dans le sport, qu'il y a l'effort que tu mets, que plus tu mets d'efforts, meilleur tu vas avoir des résultats, mais qu'il y a l'autre variable qui s'appelle, là, on appelait ça le talent, mais qui s'appelle quelque chose d'autre qu'on contrôle pas. Puis tu sais, ça, nous autres, on a coaché des jeunes. Tu le vois, la seconde y en qu'un a jeune deux. met son pied dans l'eau, tu vois qu'il y en a un qui a... C'est ça, on faisait de la natation. talon-là, Mais tu sais, t'en mets deux dans l'eau, puis là, il y en a un, il nage tout de suite, puis l'autre, il cale. Tu sais. Puis tu te dis, comment t'expliques ça? Il n'y a rien qui C'est pas explique l'effort, ça. là. C'est pas l'effort. Il y a 5-6 ans, là. Juste Ouais. Il y en a un, il va tout le temps être bon, être meilleur. Puis il y en a un qui il met les mêmes efforts, mais ça donne pas le même résultat. Tu sais. Puis je veux dire, nous deux, on est des exemples de ça. On a sensiblement en plus la même grandeur, la même shape, la même tout. PH a toujours été meilleur. Tu sais. Puis on faisait exactement faisait les mêmes entraînements. Exactement, depuis qu'on est en 4e année du primaire. Ouais. Je mettais de l'effort. Là. Tu sais, je veux dire, peut-être que t'en mettais un peu plus, peut-être pas. T'imagines-tu lui dire, ouais, c'est parce que j'ai travaillé plus fort que toi. C'est ça, mais non, c'est ça, exact. Mon succès, la raison pourquoi moi j'ai eu du succès en C'est ça. natation, puis toi moins, Ouais. c'est parce que j'ai travaillé plus fort que toi. Pas Ouais. du tout. Ça n'a Tu rien sais, à voir. fait que de comprendre que ces deux variables-là, tu sais, puis mettons qu'on met ça sur une échelle de 1 à 10, des fois, Vous allez tous les deux me torcher dans l'eau, ça, je suis convaincu. Parce que vous avez mis l'effort, puis pas moi. Exact, c'est ça. T'as peut-être Alors toi que un talent- peut-être que t'as plus de talent que nous Peut-être. deux. Ouais, peut-être mais que tu as un c'est talent ça. naturel 9 sur 10. Mais puis je tu l'ai le sais jamais pas, développé. mais t'as Moi, je tombe zéro comme une roche effort dans l'eau, Ouais, là, exact. Fait que tu sais, faut juste être, je pense, tout le temps considérer les deux. Après ça, tu sais, de se dire, ben, je vais rien faire parce que, tu sais, mettons, tu sais, t'as le mindset, genre, j'ai le contrôle de toutes les variables, puis l'effort que je vais mettre, puis mon talent, pas mon talent, mais genre, ma personne va avoir l'effet total sur la chose. Ben, tu sais, on sait que c'est faux. Après ça, de l'autre côté, de dire, ben, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce que tout est déterminé d'avance, puis genre, tout est le fruit du hasard, puis dans quelle famille je suis né, puis de ci, de ça. Puis c'est comme, ben non, tu sais, je veux dire, les efforts que tu vas mettre dans la vie, puis que les initiatives que tu vas prendre vont avoir un impact, puis un impact majeur, là, tu sais. Mais c'est jamais un ou l'autre, finalement. Mais après ça, la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est l'effort qu'on va mettre. Fait qu'aussi bien mettre le plus possible. Ouais, tu sais. exact. Ouais. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous. Yeah. C'était vraiment le fun C'est comme le fun. conversation. J'ai adoré ça. Moi aussi. À une Merci, prochaine vraiment. fois. Yes, ben oui, on va te réinviter. Ce qui est le fun avec toi, c'est que, tu sais, souvent, on reçoit des gens pour parler d'un sujet en particulier. On va recevoir un expert sur un sujet, mais tu sais, toi, t'es le genre de personne que j'ai l'impression qui On pourrait parler de n'importe quel on sujet. pourrait parler de n'importe quel sujet d'actualité. Fait que s'il y a un autre sujet à un moment donné où il y a d'autres choses qui se passent dans l'actualité puis on a envie d'en parler avec toi, ben, Ou si ça te inversement. tente, Vous savez comment me si ça te rejoindre. tente, Ouais. on va te réinviter. Inversement, c'est quelque chose que tu veux Yes. parler plus longuement que par une capsule. Là. Fais-nous signe, puis Ouais. ça va nous faire Yeah. plaisir. Ouais, ben ça, c'est un format que je suis pas capable de faire tout seul, mais qui est super important pour justement dialoguer. Tu sais. Ouais. Alors, j'apprécie beaucoup. Ouais, je garde ça en tête. Mais là, on va faire des clips super clickbait de tout ce que Exact, t'as dit, ouais. super rage bait, on va fâcher le monde. Juste bien du comme il faut, edit syllabe par syllabe pour Pour faire exact. dire n'importe pour quoi. avoir Exact. le plus d'engagement puis plus de monde fâché possible. Good, parfait. Merci beaucoup. Merci, salut.